pire, on peut essayer de quoi de différent. Je peux faire l'intro. Tu veux-tu? Ben, Moi, je regarde là. Okay. Ouais, ça, c'est ta cam. Ça, c'est ma cam, parfait. Ouais, direct ça. Sinon, il y a celle-là, mais c'est vraiment celle-là. That's it. Je te laisse y aller. On le fait. Vas-y. Salut la gang. C'est différent l'intro. J'étais avec Michael Simard qui m'a invité. Merci, Mick. Ouais, ça fait plaisir, man. Fait que on se connaît pas beaucoup. C'est la première fois qu'on se rencontre. On s'est dit, hey, on se fait-tu un petit podcast sans attente? On veut parler de création de contenu. On veut parler de personal brand sûrement. Oui. On veut parler un peu, comme on discutait juste avant, du monde corporatif, des vidéos brand story, puis là, la transition pour nous deux vers des vidéos plus Reels, format court pour les réseaux. Mm-hmm. Je pense qu'on a plein de sujets à parler. 100%. Fait que... c'est un astique. Si tout le monde pouvait faire des intros comme ça. Je voulais juste préparer l'audience pour qu'ils comprennent à quoi s'entendre. C'est bon, ça. Mais moi, j'aime ton contenu. Okay. Je veux commencer avec ça. Ouais. Ton contenu, je pense qu'il va peut-être aller chercher moins monsieur, madame, tout le monde, comme le contenu que je fais. Mm-hmm. Mais tu sais, clairement que tu donnes la valeur à des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise qui veulent se lancer en création de contenu, qui sont un peu perdus. Puis juste avec ton contenu gratuit sur ton Instagram, ils peuvent quand même avoir des bons insights. Fait que ça, je trouve que c'est une belle stratégie. Ouais. T'es-tu inspiré de Alex Hormozy? Pour vrai, honnêtement, je pense qu'il y a tellement d'inspiration. Moi, à la base, exemple, quand je me suis mis à m'intéresser au filmmaking, là, c'était ma grosse passion au début, moi, c'était Peter McKinnon. Ouais. Parce que, fun fact, c'est que ma première passion était de faire des tours de magie à la base. J'étais un grand collectionneur de jeux de cartes. OK. Puis ceux qui connaissent Peter McKinnon savent qu'avant, il travaillait, ou en tout cas, il était photographe pour Illusionist, qui est une entreprise de tours de magie. T'sais, ils vendent des jeux de cartes, ils vendent des tours aussi. T'avais quel âge quand tu faisais de la magie? J'ai commencé, je te dirais, à 14 ans à peu près. 14-15 ans. Puis parce que tu sais, on avait comme l'espèce de look classique là, du magicien abracadabra sur le stage. Ouais. Puis Illusionist, c'était comme l'espèce de... Je trouvais que c'est le côté badass des magiciens. Tu sais, magiciens de rue, des gars comme moi puis toi qui vont faire des tours de bar. Tu sais, les gars tatoués, ils font genre, je sais pas, c'est très dans le mentalisme, dans le organique. Puis ça, j'ai trippé. Tu sais, des jeux de cartes de collection, genre, incroyables avec... souvent, c'était des collaborations avec des artistes. Fait que là, les artistes... Puis des fois, des magiciens qui avaient leur propre branding, à un moment donné, l'artiste intégrait leur propre face comme roi dans le jeu de cartes. Fait que tu sais, il y avait plein de choses comme ça. Puis, y a-tu des skills de la magie que tu sens qui t'aident dans le filmmaking, dans la vidéo? 100%. Surtout dans le marketing. Dans le marketing. Parle-moi de ça. C'est quoi la corrélation entre la magie puis le marketing? C'est vraiment intéressant parce qu'en réalité, quand tu sais, de la magie, c'est du misdirection. T'es tout le temps en train tu joues avec l'esprit humain, hein? T'sais, on va se le dire, c'est ni plus ni moins une forme de manipulation. Puis dans la vie, tu peux décider soit de le faire positivement ou de façon négative à tes fins. Je pense qu'indirectement, on est tout un peu... on veut tout avoir le contrôle sur une situation. Puis le marketing, c'est d'être en mesure de savoir, de connaître les besoins de tes clients, c'est quoi leur peur, c'est quoi qui leur font prendre action. Une phrase de marketing que je vais juste dire, l'art et la science d'influencer quelqu'un à faire quelque chose. Ouais. Le mettre simple de même. Puis c'est vrai que la magie t'influence. Tout le temps. C'est quoi le mot que tu avais dit juste avant? Excuse, ça se peut qu'il y ait une coupe d'anglicisme, là, mais c'est pas grave, c'est du misdirection. Ça m'intéresse, pas moi ça. Ouais, en fait, je te donne un exemple niaiseux. OK, si j'arrive puis c'est de valeur, j'ai pas un jeu de cartes en ce moment, j'aurais pu te l'illustrer directement avoir su qu'on aurait été là. Mais bon, je vais t'illustrer. Exemple, si je prends un jeu de cartes puis je te fais choisir une carte. Je te dis, Alex, vas-y, prends-en une. Excellent. Je referme le jeu de cartes. T'es-tu à l'aise avec ton choix? Ouais, je suis à l'aise. OK. Est-ce que dans ta tête, tu penses que je connais déjà ta carte ou non? Ben non. OK, parfait. Mais l'idée, c'est que dans le fond, peut-être que moi, j'ai utilisé des techniques pour faire en sorte soit de connaître l'information au moment que je le décide. Tu sais, au final, le magicien, ce qui est beau, je donnerai pas trop de trucs, là. Mais tu peux faire en sorte de décider au moment que tu donnes l'information. Quand un magicien, souvent, te demande de faire une action, c'est parce qu'il connaît la prochaine étape. Il a tout le temps une longueur d'avance sur toi. Puis si jamais, exemple, toi, en tant que spectateur, tu veux jouer avec ça, parce que des fois, ça, on les appelle en magie les hackers. C'est des gens qui sont, me semble que c'est ça le terme, là, je m'excuse si je l'ai scrappé, là, mais c'est des gens qui sont comme très sceptiques. Parce que veux pas un tour de magie, ça va jouer sur ton orgueil. Ça va jouer sur le principe de comme tu m'auras pas. T'as pas envie de te faire avoir. Mais moi, ma job en tant que magicien, c'est de jouer avec ce principe-là. C'est comment est-ce que je peux essayer de te faire croire que ce que tu penses est à l'aise. Si je te dis, t'es à l'aise avec ton choix? Bien, absolument. Tu sens que je t'ai pas influencé. À la minute que j'ai ta confiance, que tu me dis que t'es à l'aise avec ton choix, je peux faire ce que je veux avec toi.
Si, exemple, je connais déjà l'information que j'ai besoin, je pourrais jouer avec toi de comme, hey, ça te dérange-tu que je leur brasse? Avoir l'air, exemple, oh, pas confiant, j'aimerais ça. Là, toi, ça va te donner un petit power. Ben non, je veux pas. Vas-y, essaie de la retrouver. OK, écoute, je vais essayer. Fait que là, je me mets en situation de, je te donne le contrôle du fait que tu me suis, mais tu peux tout le temps jouer avec des steps comme ça. Puis je pense qu'indirectement, la petite corrélation avec le marketing, c'est que indirectement, tu influences le monde subtilement sans trop qu'il le sache, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est ça que, mais malheureusement, puis tu sais, genre, mon but, c'est zéro de faire un discours, tu sais, je veux pas tomber dans du conspirationnisme, peu importe, mais tu sais, je veux dire, en général, je pense que dans n'importe quelle sphère, que ce soit politique, gouvernementale, dans le monde en général, il y a de l'influence partout, puis on allume souvent au quart de tour. Hein. Fait que quand on voit une information ou de quoi de même, on saute aux conclusions. Puis l'idée, c'est pas de savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Faut juste tout le temps se dire qu'il y a tout le temps des techniques pour avoir une longueur d'avance sur une population ou sur des gens en général. Fait que je pense que la magie m'a juste aidé dans un truc anodin qui était des tours de magie puis des tours de passe-passe pour me dire, ben pourquoi qu'à grande échelle, quand il y a des objectifs monétaires ou qu'il y a des objectifs de plus grande envergure, on n'utiliserait pas le même principe? Pour moi, ça va de soi. Tu sais. À quel point tu sens que c'est important pour nous, les vidéastes, d'avoir aussi l'intérêt dans la psychologie humaine, le marketing? Clairement que tu as une passion aussi pour l'art de la persuasion, quelque chose, right? Ouais. Tu sais, je pense que je suis confiant de dire qu'en 2025, les skills vidéo techniques, c'est pas assez. Non. Surtout si tu veux offrir des bons résultats. Puis, tu sais, pour les entreprises, admettons, tu te mets dans la chaise d'un dirigeant d'entreprise qui va prendre des décisions, bien, il y a un budget marketing, puis il va souvent prendre la décision sur qu'est-ce qu'il sent qui va le rapprocher le plus de ses objectifs. 100%. Fait que, tu sais, comme souvent, la vidéo, en fait, moi, à travers les années, comment je le vois maintenant, c'est un véhicule entre le point A et son point B. Mais la vidéo, c'est un véhicule, puis il y en a d'autres. Il y a le design graphique, il y a faire des sites web, il y a la publicité, il y a des infolettes, il y a plein de types de marketing digital. Même des marketing traditionnels, des affiches, là, ça peut encore marcher. Une pub au cinéma. Il y a plein de façons de... Le bouche à oreille aussi, il ne faut pas oublier qu'il reste... Tant qu'à moi même, là. Oui, ben en fait, oui, c'est celui qui va jamais se démoder ou qui va comme... les autres, tu peux les adapter. Ouais. Mais le bouche à oreille reste que c'est quand même une extension directe de toutes les pièces de marketing que tu vas faire. Ça va faire en sorte qu'après ça, les gens vont parler de toi. J'ai vu ça sur TikTok, ou j'ai vu ça sur Internet, ou j'ai vu ça à quelque part. Ça devient du bouche-à-oreille. Mm-hmm. Cette personne-là a consommé un média ou a consommé ta publicité, mais cette personne-là, après ça, fait du bouche-à-oreille sur toi. T'sais. Mais oui, mais je pense que tu l'as super bien comme vulgarisé par rapport au fait que t'as pas le choix d'avoir un intérêt aussi autant dans la vidéo par rapport à la psychologie ou le principe de... Ce que je veux faire du pouce sur ce que tu dis par rapport à te parler de graphisme, te parler de site web. Ça, c'est de quoi qui est important parce que je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques au service des agences marketing aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, on va se le dire, ils ont peut-être peur de se faire bullshitter, ils ont peur, mais d'avoir pas la bonne information ou la bonne formule ou de pas avoir un retour sur investissement. Puis, faire la vidéo, c'est pas juste de faire la vidéo qui est ta stratégie, c'est effectivement d'avoir comme tout le système complet de marketing. Ouais, c'est compliqué. Si tu fais des belles vidéos, mais qu'au final, tu fais un call to action qui mène vers un site web qui pousse pas à prendre action, il te manque une partie de l'équation pareille, tu sais. Mm-hmm. C'est facile de vendre une stratégie vidéo. Après ça, c'est de valeur parce que si tu analyses pas la situation globalement pour le client, il va être déçu parce que ouais, mais moi, je t'ai fait tes vidéos, moi, j'ai fait ma part de ma job, mais ton site web, tu sais, il manque d'être optimisé. Ouais, pourquoi on n'en a pas parlé au début? Tu sais, moi, je pense qu'il faut être honnête aussi là-dessus. Si le client il est pas prêt, s'il n'est pas rendu à faire sa stratégie vidéo, peut-être c'est intéressant de savoir, est-ce que tu as déjà une forme de tunnel de vente établi une fois que tu as des nouveaux leads? Est-ce que tu as un site web qui est transactionnel? Est-ce que tu connais ta clientèle cible? T'sais? Puis c'est pas tout le monde, je pense, qui le savent. T'sais. C'est quoi des prérequis pour une entreprise à avoir sur un site web? C'est quoi qu'il doit avoir avant de se lancer avec une stratégie vidéo, selon toi? C'est quoi le minimum? Le minimum, je sais pas si ça va être classique de dire ça, mais je pense qu'à la base, effectivement, il faut quand même que tu aies un bon site web, puis en fond, juste une identité visuelle solide. Juste avoir un guide de normes graphiques. T'as-tu ton logo? C'est quoi tes couleurs? C'est quoi qu'ils veulent dire? C'est quoi ta mission? Parce que ça influence tout le langage que tu vas utiliser. Fait que pour moi, je pense le branding, c'est la première chose que tu dois faire. Parce que c'est ça qui t'identifie.
C'est ta ligne directrice. C'est ta ligne directrice, ça va. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais si après ça, c'est comme, OK, parfait, je vais commencer à faire des posts sur les réseaux sociaux où je fais mon site web, ben on a une palette de couleurs à se servir. Imagine que finalement, tu aimes ce vert-là une journée, tu commences à créer du contenu, tu es comme, Calvin, j'ai un engouement. Puis là, tout d'un coup, finalement, tu réalises qu'il faut que tu changes de teinte. Tu es comme obligé de l'adapter. Je dis pas qu'il y en a qui l'ont pas fait dans la vie. Là. Des fois, tu vas avec qu'est-ce que tu as, mais tant qu'à moi, le branding, je l'ai fait avec une cliente récemment. T'sais. C'était une amie aussi, puis on avait pensé à faire une stratégie, puis on avait jasé, puis là, j'avais analysé un peu son branding. J'étais comme, tu sais, je disais avant qu'on commence à trouver des éléments, je pense que ça serait intéressant de repenser à ton branding avant qu'on aille vers là. T'sais. C'est cool. Puis t'as-tu une idée pour un entrepreneur qui regarde ça, un type de format qui est facile à faire pour commencer, peut-être même par lui-même avec des cellulaires. Il veut se lancer en création de contenu, il a peut-être des idées, mais il sait pas trop comment s'y prendre. C'est quoi que tu lui dirais? Par où commencer? C'est drôle parce qu'on a justement commencé à mettre, là, genre, c'est pas encore officiel, mais on a commencé à créer justement un outil qui va être ultra pratique, qui va faire en sorte de justement briser ce syndrome de la page blanche-là. Parce que je pense que le marketing ou ce qui doit être filmé est un peu aussi, ça reste mathématique. Dans le sens, il y a 5 axes pareil que les gens ont besoin d'apprendre. De un, tu veux crédibiliser ta clientèle, tu veux bâtir une notoriété, tu veux éduquer. Écoute, je me rappelle, les autres, après ça, j'ai parlé de la conversion, puis tu as carrément ce qui différencie aussi de ta compétition. Fait qu'en tant que tel, tu as besoin de tous ces éléments-là pour faire le tour de ton spectre marketing. Fait qu'en tant que tel, si une entreprise n'a pas commencé à faire de la création de contenu, je pense qu'il doit prendre tous ces piliers de marketing-là, qui est tous ces objectifs marketing, puis qui les équilibre de manière égale au début. Puis après ça, teste justement un petit peu. Fait que tu vas éduquer un peu ta clientèle, tu vas parler de ton service concrètement, tu vas parler de ce qui te différencie. Puis à ce moment-là, ben des fois, tu peux être comme, OK, ben moi, dans mon type d'entreprise, il faut que je mette 80% de notoriété, puis 20% je parle de mon service concrètement, tu sais. Fait qu'avec l'outil qu'on est en train de mettre en place, c'est de justement prendre quelques informations de base, puis universellement, pour n'importe quel business, tu vas avoir comme une liste d'idées instantanées de quoi créer. Fait que tu passes sur une base solide, puis après ça, tu peux pousser ta créativité. Fait que c'est un AI que vous développez? Ouais, en fait, c'est un AI mêlé avec un outil intemporel qui est tout simplement le fait de se servir des paliers. Fait qu'après ça, c'est que dans le fond, c'est une fiche qui va faire en sorte qu'on va prendre toutes les heures qu'une personne peut pour scripter ou trouver des idées, puis avec quelques informations, effectivement. Tu sais, on parle de AI, tu sais, je veux dire, c'est tellement rendu un bel outil pour nous autres, je pense, dans le milieu du marketing. Ça nous permet de réfléchir, développer pareil notre créativité, mais de sauver du temps sur des tâches qui nous faisaient peut-être plus chier avant, tu sais. Ouais. D'avoir écrit manuellement des idées. Moi, à base, c'est comme, OK, écris quelques key points, puis après ça, envoie-le justement dans Chat ou Gemini ou de quoi de même, puis tu pourrais-tu me le creuser? Puis après ça, c'est pas de faire comme, parfait, merci, je me sers de ça, mais comme je réanalyse qu'est-ce que tu m'as donné comme information basée sur mon inspiration, puis je m'inspire de tes données pour partir sur une deuxième phase, pour après ça te le renvoyer. Puis quand tu le sens que ça représente ton ton, que ça reste naturel, ben là, tant qu'à moi, tu peux peut-être t'en servir concrètement comme script ou comme outil, tu sais. Mais c'est le bon parce que, comme je te dis, si tu utilises tous les specs marketing, tu es comme, OK, tout est équilibré, ben j'ai quelque chose qui fait du sens puis qui fait le tour complètement, puis ça, c'est indémodable. Quand tu te fies, tout le monde a envie d'avoir des... Je vais donner un exemple concret. Un script, exemple, on parle de mythe versus réalité. Tu peux l'adapter à n'importe quel milieu. C'est vrai. Il y a des mythes dans n'importe quelle sphère. Si, exemple, je pense, je sais pas, un restaurant haut de gamme. Le mythe, c'est que comme, soit que je peux avoir deux options, soit que ça va me coûter fucking cher pour rentrer là-bas. Fait que c'est sûr, haute gastronomie, pour moi, va avec. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est le même partout? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que, exemple, si on pense à des gros brands comme Louis Vuitton en tant que tel, ça doit leur coûter des peanuts puis ils vendent ça à un prix de fou? On connaît pas vraiment. Il y a des mythes dans n'importe quoi. Tu sais, j'ai vu, je pense, tu fais des vidéos pour la ville de Granby. Il y a des mythes par rapport à plein de choses qui se passent en ville. Toi, tu es là pour éduquer ta clientèle. Fait que la réalité, c'est que tu expliques à cette clientèle cible-là, non, c'est ça la vérité, tu sais. Fait que quand tu utilises ce principe-là, depuis le 19e siècle, ça a tout le temps été le même pareil. Les gens ont des questions. Fait que je pense que ce principe-là est universel, tu sais. 100%.
vers où qu'on peut s'en aller? Parce que là, on s'est direct lancé full dans le marketing, tout, mais on pourrait, genre, moi, je serais curieux d'en savoir plus sur toi. Mais là, c'est parce que tu m'as déstabilisé, là. T'as introduit, puis je pense qu'on est deux jacasses. Fait que, c'est ça. C'est ça. On va refiltrer ça, mais c'est parfait, écoute. Anyway, c'est ça qui est beau. On va pouvoir, en plus, choisir les segments qu'on veut ou, ben, va nous écouter. Le monde aime ça, écouter, je pense. Ben ouais. Quand t'aimes une personne ou qui t'aime son message puis que ça résonne avec toi, t'es prête, là. Mais, OK, ben d'abord, moi, on va parler de toi, là, parce que tu m'as posé des questions, là, mais c'est qui Alex? Tu sais, comment est-ce que... Genre, je sais un petit peu qui t'es, qu'est-ce que tu fais, mais parle-moi de ton parcours puis comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui comme dans le marketing puis en création de contenu. Cool. J'ai commencé des vidéos, je pense que j'avais 11 ans. OK. Puis c'était avec des amis. Je pense que ma première vidéo, c'était du parcours de la trampoline. Fait que vraiment parti de... J'étais avec les boys, on fait des vidéos avec une GoPro, avec un téléphone. Je faisais du editing dans iMovie, je tripais. Fait que sport extrême puis vidéo, tu sais, comme de mes 10 à 20 ans, c'était ça, là. C'est ça que je tripais. Et tout à l'école, j'aimais full l'art drame. Tu sais, au secondaire, j'étais le gars qui parlait fort, qui faisait du bruit, un peu le clown de la classe. J'ai tout le temps aimé ça, avoir le spotlight sur moi. Fait que je pense que même pour être honnête, à 12 ans, là, genre la création de contenu, genre être YouTuber, whatever, là, c'était genre mon rêve. OK. Arrivé à 17 ans, j'arrive au cégep, puis là, j'avais un instinct qui me disait « Hey, je pourrais peut-être aller continuer soit en théâtre ou en comédie, aller à l'école de l'humour ou faire du acting. » Tu sais, comme tout ce qui était devant la caméra ou sur la scène, je tripais. Mais finalement, j'ai pris la décision d'aller chemin plus traditionnel, tu sais, comme suivre un peu mes amis, puis suivre qu'est-ce que mes parents me poussaient plus, comme d'aller en sciences humaines admin. Au cégep à Granby. OK. Fait que je vais là, puis après une session, 2 sessions, 3 sessions, je suis comme en mode, je sais pas, je me remets vraiment en question. Tu sais, honnêtement, j'ai eu quasiment une crise existentielle, là. Je sais pas si t'es familier avec le terme. Ouais. Mais crise existentielle, c'est là que tu te poses 1001 questions. Je suis qui? Pourquoi je vis? À quoi que ça sert? Pourquoi je fais ça? Genre, tu sais, comme tu te remets tout en question. Mm-hmm. Puis autant que c'est vraiment inconfortable, c'est pas nice, je pense que cette phase-là de passer à travers la brume puis tout te remettre en question, c'est nécessaire pour après vraiment plus avoir une meilleure compréhension de genre, tu sais, je suis qui? C'est quoi que j'aime? C'est quoi que je veux faire avec ma vie? Puis commencer à avancer dans une direction qui est plus alignée avec tes passions, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, c'est ça. Au cégep, pour moi, c'était la brume. J'appelle ça la brume. Puis à travers la brume, autant que c'était inconfortable, j'ai commencé à trouver qu'est-ce que j'aimais. Puis au fond, c'était tellement simple, man. C'était devant mes yeux depuis que je suis né, là. C'était des sports extrêmes, puis c'était des vidéos, puis c'était communication, créativité, tu sais. Ça a tout le temps été ça depuis que je suis né, là. Mm-hmm. Fait que là, c'était juste de réaliser, OK, c'est ça que j'aime, c'est ça que je suis bon. Puis même s'il n'y a pas un job puis un chemin traditionnel pour qu'est-ce que je veux, je vais me créer ma propre opportunité. Fait que moi, ça a été vraiment un déclic environ à 18 ans. Puis c'est à partir de 18 ans que j'ai commencé à essayer de plus bâtir ma propre réalité au lieu de suivre un chemin déjà pré-tracé. 100%. Puis ça a été plusieurs essais de projets, mais plusieurs années de procrastination. Honnêtement, 18 à 21, là, je pense que j'ai juste procrastiné. J'avais des rêves, j'en parlais à plein de monde. Hey, imagine si je pourrais faire ça. Hey, je pourrais faire un event de ça. Hey, je pourrais commencer une chaîne YouTube sur ça. Passez pas à l'action. Livreur de pizza, parle de plein d'affaires, passe jamais à l'action. Puis, à travers mon parcours, à un moment donné, j'ai retourné à l'école faire un AEC en marketing digital. Parce que j'avais l'intérêt à apprendre le design graphique, le site web, le marketing, ça m'intéressait. Mm-hmm. Puis j'ai eu un prof, Eric, qui s'appelle. Ça, j'ai jamais parlé nulle part, mais Eric, il a pris du temps avec moi. Genre des heures. Genre des séances, des fois des après-midi au complet, à chaque semaine, après les cours, one-on-one, pour genre me mentorer. Puis le rêve, dans le temps que j'avais, c'était de construire un événement qui allait rassembler tous les sports extrêmes, que j'appelais le Défi Bro. J'avais cette vision-là, je voulais faire un gros event, là, je le voyais, là, 500 personnes à Bromont,
trottinette, parcours, skateboard, mountain bike, parachute, toutes les communautés. On fait un concours vidéo. On fait des vidéos pendant l'été. Puis après, on se rejoint une soirée pour faire notre sport pendant la journée puis regarder les vidéos sur un grand écran. Je parle à justement Eric, puis il est comme, ben fais-le. Puis à chaque semaine, il me donnait des devoirs. J'arrivais chez nous, je faisais des devoirs, je revenais. Ouais. Fait que là, j'avais quelqu'un pour être plus accountable, tu sais. Puis je me rappelle, je pense que j'avais, justement, ça fait 3-4 ans de ça, je me suis regardé dans mon rétroviseur de char, je m'en rappelle encore, puis je me suis regardé dans les yeux, puis j'ai pris une décision. Puis j'ai dit, à partir de maintenant, j'arrête de tout le temps remettre à plus tard. Il n'y a pas de bon timing. Genre, ça, je me sens pas prêt, mais fuck off, je le fais, genre. Puis je me suis promis que peu importe, j'allais le faire. Puis cet événement-là, là, première édition, j'ai essayé de le faire, la ville, elle voulait rien savoir. Après, j'ai essayé de faire une édition hiver, j'étais pas capable de trouver des commanditaires. Puis ça a été après 1 an et demi de faire des PowerPoint, de faire des pitches, d'aller voir des commandites, d'essayer de faire mon site web, faire mon branding, puis tout, que j'ai finalement arrivé à convaincre des commandites, convaincre la ville, trouver des assurances, puis make it happen pour finalement faire un event de genre 450 personnes. Nice. Mon premier succès de passer d'un rêve à réalité. Première fois de ma vie. Puis là, je suis comme, oh my God. OK, c'est possible, tu sais. Malheureusement, financièrement, ça n'a pas marché par tout mon affaire. L'événement était dans le trou. Là. Ouais. Puis honnêtement, ce côté-là, il n'y a pas eu de succès, mais au moins, j'ai tenu mon bout de me dire, hey, c'est une vision qui peut paraître un peu déstabilisante pour surtout mon entourage, mais genre, je vais faire de mon mieux puis je vais make it happen. Puis on dirait que ça, là, ça a tout débloqué. Après, une fois que j'ai fait cet événement-là, j'ai comme catché, je sais pas si c'était de même, mais pour vrai que tout ce que je pense, je peux le créer. Ben 100%. Ben c'est drôle parce que de un, je te file à 100% parce qu'à la base, moi, j'avais un brand de linge, j'ai organisé des événements, j'ai eu l'occasion de vendre dans des skate shops au Québec, mais j'ai travaillé pendant longtemps dans ce milieu-là. Fait que cette espèce de sentiment-là que tu as de justement avoir organisé quelque chose avec tes moyens, que tu as le monde que tu connais, puis de voir que le monde trippe à cause que t'as fait le move de réunir ces gens-là, le succès il est là, tu sais. Puis c'est vrai que c'est tough, là, tu sais. Je veux dire, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, mais j'ai perdu beaucoup d'argent avec mon brand au début, mais ça m'a tellement forgé pour ce qu'on est aujourd'hui, tu sais. Puis tu viens de le dire, quelque chose qui est tellement important, le fait d'avoir agi. L'action va tout le temps quand même, tant qu'à moi, dépasser la planification. Oui, tu sais, il faut que tu planifies les trucs, faut pas que tu le fasses trop hâtivement. Ouais. Mais si tu attends trop, tu n'agiras pas. T'es mieux d'agir. T'es comme, dans le fond, j'ai les bases. Si tu as les bases, fais-le puis t'ajustes trop au fur et à mesure, tu sais. Moi, il y a des projets que j'ai acceptés que je n'étais pas 100% prêt. Mais je le savais que je croyais en mes capacités d'ajuster la situation pendant que je le faisais. J'aurais pas accepté quelque chose que je le sais que c'est hors de mes compétences. Mais si je le sais que j'ai la base puis qu'il me manque juste des petits, sinon c'est quoi? Je refuserais des opportunités. Finalement, à chaque fois que j'ai accepté un petit défi ou quelque chose qui me rendait inconfortable, je ressors de là avec plus 2 de skills dans ce département-là. Après ça, tu sautes sur d'autres occasions puis t'es comme, tout ça se présente à moi parce que j'ai accepté le premier mandat qui m'a ouvert la porte. Quelqu'un qui t'a fait confiance, quelqu'un, fait que tu sais, c'est le fun de voir. Puis une autre chose que tu as dit qui était vraiment intéressante, c'est le fait d'être conscient de cette... Parce que tu sais, tu parlais de crise existentielle, il y en a qui le vivent plus tard, là. Il y en a qui peuvent la vivre à 40 ans, cette crise-là. Là. Puis c'est drôle parce que souvent, des fois, ces personnes-là ont tendance à ruminer le fait de voir certains jeunes oser vivre leur jeunesse ou prendre des décisions, puis indirectement, on dirait que je les sens chialer là-dessus, mais c'est comme si c'était un miroir de eux pas avoir pris cette décision-là quand ils étaient plus jeunes. Plusieurs. Genre, ça, c'est vrai, là. Moi, j'ai un bon ami, il s'appelle Jake, puis il y a plein d'affaires qui fait que je suis comme, ça m'énerve, pourquoi il fait ça? Il est en public, il parle fort, je suis comme, tu parles bien fort. Je suis le gars qui parle super fort en public, tu sais. Fait que des fois, c'est des projections, tu sais, comme... ben souvent, j'ai remarqué quand que je suis pas... Ben pas que je suis pas fier de moi, mais quand que je le sens que je me sens moins en confiance avec moi-même, je me feel moins, j'ai tendance à plus
chialer alentour de moi ou juger plus alentour de moi. Puis quand je prends un petit mini step back, je suis comme dans le fond, c'est-tu parce que tu critiques ce que la personne fait ou c'est parce qu'indirectement, t'es pas fier de toi, peut-être. Si tu t'occuperais de tes oignons, là, t'es content de ce qui se passe alentour. Moi, je suis le premier à être fier du succès des autres parce que je me dis, si je veux me faire encourager dans mon propre succès, faut que je sois de même avec les vraiment. autres. Tu sais, une forme de loi de l'attraction, pareil, veux pas, je suis comme, je vais récolter ce que je sème, sinon si je commence à être négatif, tu sais, parce que on en parle souvent, là, je veux pas rentrer là-dedans, mais tu sais, je pense que des fois, il y en a qui ont, au Québec ou peu importe, il y en a qui envient beaucoup le succès de certaines personnes parce qu'ils ont de la misère à se regarder dans le miroir ou savoir ce qu'eux ils peuvent faire pour improve leur propre passion de quoi de même. Hey, sois donc content pour ce qui se passe alentour, collabore tu sais. Mais ouais. Tu me parlais justement de tout ça, puis c'est le fun parce que toi, tu as commencé à faire du parcours, tu m'as dit à partir de quel âge? Je pense 11 ans, je faisais le parcours. Tu faisais parcours ou skate? J'ai commencé breakdance, après ça, j'ai fait de la trampoline, puis après ça, du parcours, puis après ça, je pense du skate, du mountain bike, rollerblade, d'autres, mais je pense que breakdance, trampoline, parcours, puis même cliff jumping, c'est tous les sports qui sont le plus restés, puis c'est des sports que j'ai pas de matériel, tu sais. Je suis libre, là, tu sais, Puis réellement, ce que tu apprends à faire des flips à la trampoline, après, ben, tu sais, évidemment, c'est pas mal plus facile de faire ton premier back sur la trampoline avant de le faire sur le gazon. Fait que, genre, je trouve que, puis plus tu t'améliores en parcours, pour vrai, indirectement, tu t'améliores en trampoline, puis tu t'améliores, on dirait, en breakdance, tu sais, c'est comme tous des sports qui fit bien ensemble. Ouais. J'ai tout le temps tellement eu beaucoup d'admiration pour le monde qui faisait du sport extrême parce qu'à base, j'étais un fan de skate. Tu sais, j'étais pas mauvais en skate, mais moi, on dit que je trouvais qu'il y a du monde qui était comme meilleur, qui était comme bon là-dessus. Puis c'est de là, finalement, que j'ai fini par être plus derrière la caméra parce que j'ai peut-être le potentiel ou ce petit power-là de les faire connaître plus que moi, tu sais. Fait que c'est de là que l'idée est venue d'avoir un brand, tu sais. Mais j'ai tout le temps trouvé ça nice parce que dans Sport Extreme, tu connaissais-tu? Parce que là, exemple, si on parle de notre petit chumé Benji, tu sais, qui est gros aussi dans le sport extrême, quoi que ce soit, tu le connaissais-tu un peu? Parce que veux pas, tu sais, lui, il était prof de parachute, je pense, avant, là. Je l'ai rencontré, je l'ai croisé il y a 3 ans, je pense, avec, je sais pas si tu connais Sean Scorapal à Granby, énorme entrepreneur de Granby, qui a qui Printees. Oui, ben Sean ouais. Printees. Ben m'en avait parlé, là, puis après ça, veux pas, à un moment donné, on finit par voir sur les réseaux, là. Justement, pendant que je faisais mon événement de Défi Bro, je cherchais des commandites, j'étais allé voir Sean, il m'a full accueilli, on a parlé pendant 2 heures ensemble. Puis là, j'étais ressorti, puis j'ai croisé comme Benji, je pense. Je pense que Benji, il commençait à faire des vidéos avec Sean, puis là, 2-3 ans, tu sais, il n'y avait rien de la grosse agence, puis rien de ça. Mais entre autres, qu'est-ce que Benji m'a expliqué, c'est que Sean a été un de ses mentors. Puis Sean me disait, tu sais, fais ça, reviens-moi la semaine prochaine avec ça, ça, puis ça. Puis Benji le faisait, puis Benji, il a pu full level up, entre autres, grâce à Sean. Puis comme même affaire, comme moi, j'avais nommé mon histoire avec Eric. Je pense que ça, faut être grateful, mais tu sais, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'avoir un mentor, quelqu'un un peu plus vieux qui t'a suivi pendant peut-être ton début. Mais c'est malade, là. Tu sais, comme ça l'aide tellement, surtout à voir ton propre potentiel, puis à croire en toi. Tu sais, c'est surtout un niveau de comme, juste croire que c'est possible. C'est déjà un bon step, tu sais. Ben 100%, mais c'est en fait, j'ai eu comme différents mentors, puis moi il y a 2 phrases, puis c'est des entrepreneurs plus vieux, il y a 2 règles qui m'ont marqué. C'est de un, quand j'avais ma marque de vêtements avant, ils m'ont tout le temps dit, pas côté monétaire, ils ont fait comme l'inventaire qui dort, c'est jamais bon, tu sais. Puis ça m'est resté parce que genre, j'avais pas la notion, moi au début, je me rappelle, tu sais, je voulais toutes les variétés possibles de t-shirts, je m'appelais la peinture psycho du t-shirt, là. C'est que dans ma tête, j'étais comme, je veux plus de variétés, mais j'avais pas réfléchi qu'il y avait j'avais pas fait d'études de marché de le monde, ils achetaient tous des t-shirts noirs parce que c'est ça qui trippait. J'aurais peut-être dû prendre moins de variété puis focusser sur l'identité de la marque plutôt que d'offrir la variété. Fait que finalement, problème, je commandais trop de matériel pour la vraie demande. Fait que tu sais, je faisais jamais vraiment assez de sous. Fait que là, au final, l'espèce de côté plus monétaire, on m'a beaucoup aidé. On m'a aidé justement à essayer d'aller chercher des fonds de quoi que ce soit par des messieurs qui avaient de l'expérience en affaires puis qui m'ont dit des moves à faire au début pour pas me planter. Puis deuxième chose qu'on me dit, c'est repose-toi si tu veux, mais abandonne jamais. C'est tellement simple comme phrase, mais c'est vrai.
Ouais. Tu sais, quand quelqu'un, parce je pense quand on est entrepreneur, tu parlais de crise existentielle en plus, je pense qu'on est du monde, puis tu sais, t'es quelqu'un qui est proche de tes émotions, puis c'est super important. Puis quand tu réalises que tu as envie de tout laisser tomber, est-ce que c'est parce que tu as envie d'abandonner ou c'est juste le moment de te faire dire « Hey, pas question que tu abandonnes, OK? C'est que tu n'abandonneras pas. » Mais si tu as envie de te reposer, vas-y, va la faire ta sieste entrepreneuriale pour recentrer tes idées, mais que je te vois pas lâcher. Parce que juste te reposer, ça peut te redonner le jus que tu as besoin. T'sais. Fait que ça m'avait resté. Repose-toi si tu veux, mais abandonne jamais. Ouais, j'aime ça. Puis je pense que je pourrais peut-être... Mon instinct me dit comme... Des fois aussi, il faut savoir s'adapter puis des fois changer de voie. Exact. C'est comme ça se peut qu'à, mettons, ton idée, ta première idée, ou même tes premières idées de business, t'avais mal calculé la demande, puis genre honnêtement, ça se peut que ça soit comme peut-être juste un chemin que... Ben, c'est un apprentissage que tu as besoin. Honnêtement, je pense qu'en affaires, tu as besoin de faire ces erreurs-là. Là. Qu'en réalité, plus tard, tu réalises que c'était pas des erreurs, c'est littéralement de quoi qu'à un moment donné, si tu as faire face au même problème, tu fais « Oh non, on fera pas ça ». Là, s'il y a du monde qui t'obstine alentour, tu vas faire comme « Je comprends », puis genre, c'est correct que genre tu me véhicules ton idée, mais par l'expérience que j'ai vécue, je peux te confirmer que ça risque de pas fonctionner, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu bases tes prochaines décisions basées sur une erreur du passé. Ouais. Tu sais que ça fonctionnera pas, tu l'as vécu, puis chaque personne est différente. C'est ça. Fait que changer de voie, c'est pas abandonner. Si non, tu continues quand même à avancer face à tes idéaux, puis à tes rêves. On va nuancer le point. Abandonner dans le sens d'abandonner son objectif de vouloir grandir, peut-être. Mais pas abandonner effectivement le projet, tu sais. Mais non, mais c'est bon que tu le dises parce que c'est pas l'idée de faire parce qu'à un moment donné, sinon c'est comme, écoute, si tu te brûles puis que ça fonctionne pas ton projet, c'est bien de le redéfinir ou d'aller dans une autre direction. Mais au moins, la base est là, tu sais. Abandonne pas la personne que t'es, abandonne pas l'objectif que t'avais en tête. Si au final t'avais parti un projet, c'est clair parce que t'avais un objectif. Cet objectif-là, j'imagine qu'elle a envie de rester. Si c'était juste de créer quelque chose qui réunissait les gens, ben j'imagine que ça n'a pas l'air de jamais partir en toi, tu sais. J'ai un take un peu controversé. Ça dépend des situations, mais tu sais, souvent on dit finis ce que tu commences. Tu as commencé de quoi, finis-le au complet. Ouais. Right? Puis tu sais, c'est vrai que ça peut faire du sens, mais je suis pas tout le temps d'accord avec ça. OK. En vrai, comme moi, je suis content de pas avoir fini mon cégep. Pas vrai. Je suis content d'avoir décidé d'avoir abandonné, mais pour poursuivre de quoi qui était plus aligné. Tu sais, comme je suis content, mon événement des fibros, j'ai full aimé ça, j'ai full appris pis tout, mais pour vrai, je regarde ma situation là, je suis content d'avoir décidé d'arrêter l'événementiel pour me concentrer sur qu'est-ce que j'aimais le plus dans le processus, qui était de faire de la pub, faire de la promotion, faire du marketing. C'est ça que j'aimais de l'événementiel. Je me suis dit, je vais me concentrer juste là-dedans. 100%. Je n'ai pas fini mon projet comme je l'aurais voulu, mais check en ce moment où je suis où. Je suis content, tu sais. Tant que si ta décision d'abandonner, c'est pour commencer un nouveau projet qui est plus aligné, là, ça vaut la peine. Mais c'est sûr que si tu commences de quoi puis tu le finis pas juste pour venir rien faire sur ton sofa puis livrer de la pizza, là, c'est sûr, il y a une différence entre le fait d'effectivement se discipliner dans le processus, de savoir elle est où ta limite, parce qu'effectivement, c'est la même chose. Moi aussi, avec Harps, j'ai gardé le même nom, mais à la base, c'était une marque de vêtements. J'ai abandonné le principe de vendre de la merch parce que je sentais le milieu peut-être changer, où j'ai fait comme même chose que toi, j'aimais le processus derrière la marque. J'aimais le fait de promouvoir cette marque-là. Était là la force marketing du brand. T'aimais plus ça que gérer les inventaires, faire les patrons. Le principe, moi, ce qui me faisait triper, mon premier succès, ça a été le principe qu'un skate shop m'achète, exemple, un montant de vêtements. Dans mes poches directes, c'est qu'on me paye upfront, tout. C'est pas de la consigne, là. C'était littéralement comme il t'achète 3000 pièces de vêtements. En théorie, s'il le vend au complet, il va faire son profit. Mais le linge, il partait au complet. Puis il était vendu au même pricing que les autres brands dans le magasin. C'est un accomplissement quand tu réalises que les gens qui ont le même âge que toi s'en vont la fin de semaine, exemple, au Escapade ou au Skate Shop pour acheter ta marque. Ils sont prêts à payer 30-40 pièces le T-shirt pour aller dans un bar, au resto. Ils sont fiers de porter la marque. Tu réalises que tu as créé un lifestyle bien plus que juste
Parce que le tissu, oui, il était de qualité, il y avait un beau fit, mais c'est pas ça que le monde achetait. Mais ouais, comme tu dis, effectivement, ça, avec le temps, c'est devenu autre chose. C'est devenu une agence, mais basée avec des racines qui se déracinent pas, là, tu sais. C'est quoi que tu tripes le plus dans faire l'entrepreneuriat? Tu sais, on va se le dire, autant que ça peut être challengeant, tu sais, on parle de comme faut pas abandonner et tout, mais je pense que ça peut être le fun aussi. Ah, c'est trippant. C'est trippant. Je pense que c'est une histoire d'amour et de haine. Ouais, tout c'est ça. C'est vraiment ça. Parce que des fois, ça arrive, tu sais, j'étais chez nous, puis tu sais, ma blonde qui est un amour avec moi, qui m'encourage constamment, tu sais, puis on n'a pas la même réalité, tu sais. Elle vit pas, tu sais, elle a son travail, puis moi aussi j'ai ma job, mais en tant qu'entrepreneur, fait que 7 jours sur 7, je suis tout le temps en train de penser, tu sais. Mais des fois, je suis comme, allez, c'est rough, parce que tu sais, on travaille fort là, dans une semaine, puis on dirait que des fois, on a l'impression de récolter des miettes de tout notre effort, tu sais. Mais il faut faire la différence entre le fait que, comme, tu sais, quand tu travailles comme salarié à quelque part, quoi que ce soit, c'est comme, je dis pas que tu vas pas te forcer, mais no matter what, tu vas avoir ta paye pareil. Toi, indirectement, quand tu es ton entreprise, que tu te verses un salaire ou non, c'est que chaque action que tu commets dans ta semaine a un impact si tu vas faire de l'argent ou non. Moi, je me dis tout le temps, est-ce que je mérite ma paye de la semaine? On dirait que ça me donne un nouveau mindset parce que je sais que si j'ai décidé d'être plus lazy sur un aspect de ma business, ça vient affecter de ma motivation, ma santé mentale, sur ma fierté, puis indirectement le compte de la banque de la compagnie. Fait qu'après ça a un impact sur le fait de comme Calvin, je peux-tu payer après ça les employés dans mon entreprise? Est-ce que je peux... Tu sais, mais tout ça, ça part de moi. Ça part de ma motivation d'avoir décidé de « Hey, tu sais quoi, je me couche plus tôt ce soir, puis je me lève plus de bonne heure ce matin. » Comme un matin, tu vois, c'est niaiseux. Et j'essaie d'avoir l'habitude de tout le temps me faire mon jogging le matin. Je me mettais beaucoup de pression avant, mais je me suis dit « Aïe, est-ce que je suis mieux de faire des plus courtes distances de manière égale ou de m'en donner trop au début puis de choquer rapidement? » Fait que là, j'ai fait juste 2 petits kilomètres, juste pour activer mon sang. Puis maudit que j'étais fier. J'ai fait, je me suis tellement respecté un matin. Je me suis levé, j'étais allé courir mon petit 2 km. J'ai pris mon grand verre d'eau. J'ai fait un 5 minutes de morning meditation avec un petit truc enregistré sur YouTube. Cool. J'ai beaucoup d'amis là-dedans. Je suis moins dans cette sphère-là, mais j'ai beaucoup d'amis dans cette sphère-là. Ouais. Puis, je suis obligé de dire que ça a tellement des impacts positifs. J'arrive ici, on a le podcast à matin, je suis souriant, je me sens comme motivé. Tout ça parce que j'ai pris des décisions pour respecter ce que je m'étais dit la veille. Je me suis respecté moi-même. Tu sais, oui, je vais être là à 5 heures. Si je suis là à 7 heures, puis finalement, finalement, je serai pas là, tu vas faire calé que t'es pas fiable. Est-ce qu'on peut être fiable envers nous-mêmes? Puis maudit. C'est tellement un bon point. Je pense que ça vient avec la confiance. Hein. Ouais. La confiance en soi vient avant tout de respecter tes propres promesses envers toi-même. Puis moi, j'apprends en fait à me mettre des promesses moins hautes. Je suis un idéaliste, puis je suis un rêveur, je suis un visionnaire, puis je suis un extrême un peu. Fait que souvent, je me fixe des objectifs. Mon réflexe, c'est de me fixer des objectifs fucking big d'un coup. Là. Ben, c'est sûr, c'est ton côté entrepreneurial, c'est ton côté ambitieux. Fait que t'as tout le temps c'est un réflexe, là, tu drives de même, tu drives comme ça. C'est cool, mais en même temps, si je les respecte pas, puis je me suis dit, admettons, hey, à partir de maintenant, je m'entraîne chaque jour. Puis là, t'as ce truc-là, puis finalement, tu t'entraînes pas chaque jour. Mais là, t'as ça en conscience quand même. Là, genre, OK, j'ai pas walk the talk, tu sais. Moi, je suis en train de réapprendre à me fixer des objectifs. Puis pas besoin que le monde le sache, juste envers moi-même, de comme me mettre des plus petits objectifs, mais d'actually, tu sais, le faire pour vrai. Ça. Puis c'est juste ça, c'est même que je sens qu'on gagne confiance en nous, puis on a confiance que genre, hey, on sait que cette idée-là, on va être capable de la mettre en réalité parce que tu regardes dans le passé, puis t'es comme, ben, actually, j'ai eu genre plusieurs idées qui étaient floues que j'ai été capable de mettre en réalité parce que j'ai mis de l'action constante. Tu sais, tout ce qui est constance, moi, c'est ça, c'est j'ai de la misère à être constant. Je suis un sprinter, man. Genre, je suis un gars explosif. Puis en même temps, j'imagine que tu as besoin aussi d'être un gars qui a besoin d'être motivé dans ce que tu fais. Fait que si moindrement, l'objectif que tu t'étais fixé devient démoralisant du jour au lendemain, c'est comme un edge de je passe à autre chose, mais finalement, tu respecteras pas ta promesse envers toi-même. Mais mais c'était... Ben,
sais, on parle de défis d'entrepreneur, mais je pense que constamment, n'importe quel entrepreneur qui écouterait live ou propriétaire de business, c'est un sentiment qu'on vit tous. Tu sais, on est du monde qui drive à côté, qui sprint des objectifs. On se donne des gros objectifs, mais on oublie, par exemple, de quand on se fixe des trucs, de le faire graduellement, tu sais. C'est con, mais tu sais, exemple, j'étais pas un grand lecteur avant, tu sais, mais j'aime tellement le principe de lire, de dire, aïe, je veux m'enseigner, tu sais, je veux apprendre, puis je me suis mis à juste prendre des petites sessions de 10 minutes de lecture sur un livre. J'étais arrivé dans une couple de mois, ça m'a pris plus de temps que des fois des grands lecteurs. J'ai réussi à passer 3 livres comme ça à petits coups de 10 minutes. Quand je regarde Step Back, j'ai fait comme, ah, nice, j'ai lu ces 3 livres-là. Puis ça n'a pas été trop lourd parce que je me suis dit, j'ai lu tout le temps un petit, tu sais, brique par brique, monter ton mur. Hey, ça va être long, monter ça. Ben, tu sais quoi, ça te fait chier de le monter. Ben, tu sais quoi, t'es-tu capable de genre te lever, exemple, 15 minutes plus tôt, puis à chaque jour, va mettre une brique. Fais-le, sans t'en rendre compte. Puis on s'en reparlera dans 7 mois. Tu vas avoir posé une brique par jour. C'est tellement pas gros comme objectif. Finalement, tu vas faire comme, hey, je l'ai monté, ce mur-là. Ben oui, c'est toi qui l'as fait. Là, après ça, c'est fou, moi je trouve ça genre c'est vrai là, ça je quote Isabelle qui est une coach PNL vraiment crazy, la constance construit. C'est vraiment simple, la constance construit, puis elle coach des entrepreneurs neurodivergents, TDAH, dyslexiques, genre tu sais comme un peu que t'as le cerveau qui fonctionne différemment, je sais pas si la neurodivergence, le TDAH, ça t'interpelle? Ouais, ben, possiblement pour vrai que je suis TDAH, là, je l'ai tout le temps su. J'ai jamais fait le diagnostic, puis je voulais pas m'étiqueter comme tel personnellement. Ouais, parce que personnellement, je trouve que c'est un edge, puis je veux pas généraliser, mais si je me dis que je le suis, ça me donne des excuses pour mais je suis même à cause de ça. Non. Je suis responsable. Je vis avec ce sentiment-là, adapte-le le plus possible, mais je veux pas m'en faire une étiquette parce que ça va me donner un petit rôle de victime dans mes objectifs. Ouais. Mais selon Isabelle, le TDAH ou peu importe ta forme de neurodivergence, c'est un couteau à double tranchant. Ça peut être justement à ton désavantage, comme ça peut être un peu un super pouvoir. Puis, qu'est-ce qui est en commun beaucoup avec les neurodivergents, c'est on est très créatif, on a des highs, puis après on a des lows. Puis quand on est dans notre high, on dit qu'on peut tout faire, puis on est full motivé, puis full persuasif, puis quand on est dans un low, on est comme out of service. On a besoin de cette espèce de dopamine-là naturelle. Hein? Mais justement, qu'est-ce qui est une de nos faiblesses, des fois, c'est qu'est-ce qu'elle dit, c'est qu'on s'éparpille. Puis le neurodivergent, l'entrepreneur neurodivergent, il commence un projet, il commence un autre projet, il dit oui à tout, puis là, il est tout éparpillé. Puis à la fin, justement, il n'y a rien qui avance concrètement. C'est pour ça que si des fois, il faut que tu peux avoir 1001 idées, mais il faut que tu choisisses quand même, un projet. Puis le plus simple que c'est le mieux, je pense. Un projet, une niche, un offre. Après ça, chacun fait ses trucs, mais c'est vrai que ça simplifie. Moi, m'a aidé avec mes offres de service. J'essaie tout le temps, tout personnaliser pour tout le monde, dire oui à tout le monde. C'était comme, OK, là, avec qui tu veux travailler? Bon, ben moi, ma niche, c'est dans le monde du sport puis du développement personnel. OK, cool. Après, c'est quoi les offres de service? Ben, honnêtement, mon premier offre de service, c'est être porte-parole numérique que j'appelle quand je parle devant la caméra. J'aime des formats de faire des classé comme une agence, un package de 12 Reels, souvent en mode talking head ou podcast. Puis le troisième que je développe live, c'est un workshop d'autonomie progressif. Je forme une équipe pour qu'ils créent du contenu eux-mêmes. Oui, 100%. Puis là, c'était comme Isaac, comme OK, bon, stop, t'en as assez, t'en as 3. That's it, c'était 3 offres. Concentre-toi là-dessus, optimise-les. Ouais, essaie pas d'offrir plus. Puis si quelqu'un, il t'aborde sur plein d'autres affaires, comme fais ce que tu veux, mais moi, je te conseille, essaye de garder ça simple, essaye de pas t'éparpiller. Puis pour vrai, son coaching puis sa philosophie de keep ça simple, puis de less is more, puis de pas comme... Tu sais, des fois, on a la philosophie de vouloir tout le temps faire plus, puis on pense que travailler plus va nous apporter plus vite dans notre but. Mais en réalité, le plus important, c'est de travailler sur les bonnes choses. Oh oui. Non, mais je suis vraiment d'accord. Constant. Puis c'est ça qui fait que. Puis ça, c'est un problème parce que je sais que tu me dis ça, mais demain matin, tu auras un nouveau projet, tu feras si ça me tente pareil. C'est sûr. Ouais, tellement. Oh, ouais, c'est sûr. Puis mais c'est bon. En même temps, c'est bon, je pense, de se le faire dire. Puis en même temps, c'est important. Puis genre, honnêtement, je serais vraiment contradictoire. Je te contredirais si je dis que j'ai
j'ai pas fait les étapes à l'envers parce que je suis le premier à avoir fait de quoi de super large comme offre, puis avec le temps, je l'ai ciblé, puis pourtant on dit c'est l'inverse, tu devrais te spécialiser au début, puis après ça, tu peux t'élargir. Puis honnêtement, je suis d'accord avec ce principe-là. Je pense que l'autre option peut aussi être vivable. Tu sais, je veux dire, honnêtement, j'ai fait l'inverse, puis ça fonctionne. Est-ce que si j'avais recommencé, je le ferais différemment? C'est sûr et certain. Parce que pour vrai, je me suis brûlé énormément à essayer des choses. L'autre avantage que je vois, par exemple, c'est ce qui est cool, par exemple, de tester des trucs, par exemple, mais que tu connaisses tes limites de ce que tu peux prendre comme charge de travail. C'est que ça te permet aussi de savoir ce que tu aimes, ce qui fonctionne bien, puis rapidement de tester un offre que comme si jamais il y a un offre qui fonctionne moins bien, par exemple, tu as quand même l'occasion de l'avoir. J'aime quand même pas mettre tous mes œufs dans le même panier, mais je pense qu'il faut effectivement il y ait une limite. Ben, je pense que dans les premières années, tu es obligé d'explorer. Là. Ouais, exact. C'est vrai, puis tu es obligé de faire pour vrai des erreurs. Genre, il faut que tu focus. J'aime le principe d'essayer des trucs. Fait que tu sais, le monde qui sont vraiment comme non, essaye de quoi. Je suis d'accord que ça se peut que ça fonctionne mieux, puis ça se peut que tu fasses de l'argent plus rapidement. Ouais. J'aime pas faire ça. Personnellement, j'aime pas genre juste focusser parce que je suis comme toi, par exemple, c'est que j'ai besoin de me sentir quand même motivé. Ouais. Fait que si je focus sur de quoi, finalement, je réalise que ça me rend vraiment pas heureux. Je me sens comme dans une prison. Je suis comme caliste parce que si j'arrête ça puis que j'essaie de quoi, je suis obligé de repartir à zéro. Fait que j'aime au moins avoir des options puis au pire juste dire OK, je mets moins d'énergie. Puis à ce moment-là, c'est là, par exemple, que le côté très de créateur-entrepreneur prend tout son sens. Qu'est-ce que tu es capable de déléguer? Quand une fois que tu es capable de déléguer, tu es en mesure de toi te concentrer sur ce que tu es bon, puis quand même garder plus d'offres. C'est quoi qui, toi, te limitait à commencer à déléguer? Qu'est-ce qui m'a limité? Ah, ben, c'était moi-même. C'est de penser que comme, tu sais, c'est qu'au final, tu te bats avec toi-même. T'as de la misère à être organisé toi-même, fait que t'es comme, comment je vais organiser les autres? Est-ce que tu avais aussi un côté perfectionniste? Ah ben oui, 100%. Là. Ben oui, ben au final, tu veux un peu toucher à tout. Tu veux tout le temps avoir pas le dernier mot. Je dis pas que je veux contrôler les autres. Je dis que je veux contrôler ce qui va sortir de ça. Tu veux contrôler la relation du client. T'es comme, c'est un peu mon image à travers ça. T'es attaché. Puis le pire, c'est que genre, je prétends zéro être comme méga talentueux. Tu comprends? Je pense que oui, j'ai du talent. Genre, j'ai été capable de faire des super belles vidéos. J'ai fait plein de choses dans ma vie que je suis fier. Mais j'étais un touche à tout. Puis avec le temps, j'ai réalisé, j'ai fait, il y a du monde qui ont, selon moi, ont une expertise vraiment meilleure que moi. Tu sais, quand on parle de direction photo, il y en a que je trouve qui sont tellement meilleurs. Pourquoi? Parce que j'ai pris la décision de, moi, être un peu moins vidéaste puis devenir plus un stratège marketing avec le temps. C'est une décision que j'ai prise. Fait que ça fait en sorte que je vais tout le temps avoir de l'amour pour le cinéma ou la direction photo. Mais c'est sûr que j'ai quand même 24 heures puis 7 jours sur 7 comme n'importe qui. Je peux pas avoir des skills de fou juste en direction photo quand j'ai décidé d'avoir des skills plus overall. Ouais. Mais ça me permet de saisir beaucoup d'opportunités puis de peut-être rassembler comme toi du monde qui, eux, moi je veux faire que la direction photo. Mm-hmm. J'ai tout le temps aimé la direction photo, mais avec le temps, je réalise que c'est peut-être pas la direction photo que je tripais. Là, c'est quoi ton rôle dans ARPS? Là, moi, je suis directeur créatif et marketing, puis le fondateur de l'agence. Mais mon rôle, je suis vraiment dans la direction créative pour l'instant. Puis dans la prospection, c'est sûr que genre j'ai envie de te dire que j'ai un rôle précis, mais quand tu es entrepreneur, surtout d'un début, tu joues un peu certains rôles. T'es-tu le point de contact principal avec point de contact, oui, exactement. Moi, je suis un entrepreneur. C'est qui t'as-tu une niche ou tu travailles avec n'importe qui? Pas n'importe qui. On va travailler principalement avec les entrepreneurs et les PME. Tu vas me dire que c'est large, oui. Est-ce qu'on a des secteurs d'activité? Je te dirais qu'on va se spécialiser beaucoup dans tout ce qui va être entreprise de service, exemple, style compagnie, soit de construction, ça peut être paysagement aménagé. Dans le fond, des entreprises qui peuvent, on va se le dire, qui peuvent être au minimum, exemple, 6 employés en montant, puis qui peuvent avoir, je sais pas, un chiffre entre 600 puis 1 million en montant, tu comprends? C'est des entreprises qui ont quand même un chiffre d'affaires, qui ont de la clientèle, qui ont peut-être une personne responsable de leur marketing, mais qui n'est pas photographe, qui n'est pas vidéaste, puis qui a besoin d'aide là-dessus. Tu sais, je le dis tout le temps, nous autres, notre service, c'est si tu délègues pas cette portion-là, tu vas devoir le faire toi-même. Sinon, tu vas te fier au bouche-oreille. C'est la seule option qui te reste. Puis toi, c'est quoi que tu apportes? C'est plus de visibilité, plus de leads, plus de notoriété. C'est quoi un peu ta spécialité ou ma grosse promesse, ça va être de bâtir une stratégie qui va être durable. Moi, honnêtement, je crois vraiment à la durabilité dans une entreprise. Parce qu'on vend énormément en ce moment. Tu sais, je veux dire, des compétiteurs ou peu importe vont vendre énormément de visibilité. Moi, je ne veux pas miser juste sur la visibilité. C'est pas dans mon discours principal. On te promet de la visibilité. Excuse, je sais que je vais être off, c'est facile de vendre la visibilité. Je suis désolé, là, mais je veux dire, honnêtement, si tu n'as pas de présence en ligne, demain matin, x4 ta visibilité.
Tu comprends? Ça fait faire des vidéos, même si sont pas nécessairement bons, c'est sûr que. Ouais, exact. Tu passes à chaque jour. Ouais, puis genre, encore une fois, je veux qu'on nuance mes propos. Je dis pas que c'est facile, mais en voulant dire que je veux dire, c'est plus large que ça. C'est parce que je trouve que juste vendre la visibilité, c'est que tu peux quand même décevoir certains clients. Parce qu'au final, moi, comme je te dis, je crois à la durabilité, c'est de bâtir de quoi qui représente la business. Je veux pas juste t'offrir mon branding puis mon look de vidéo. Je veux faire une vidéo que tu vas être fier. Que si un jour on décide même de tu nous prends plus, c'est que les vidéos vont tellement te représenter, ils vont être intemporels. Moi, mon branding, je te dis pas que tout a été parfait, mais personne ne va pouvoir me l'enlever. C'est nous autres, puis j'ai réussi à bâtir ma réputation comme ça. T'as-tu une entreprise que tu as travaillé dans la dernière année que tu es spécialement fier de, genre, la job que tu as faite avec eux? C'est sûr que je te dirais que, exemple, parce que là, on se concentre beaucoup, on fait beaucoup de médias sociaux ces temps-ci avec des entreprises, que d'ailleurs, on est en train de travailler avec une entreprise de paysagement aménagé. Je l'ai-tu bien dit? Aménagement paysager. Je me trompe tout le temps avec l'ordre des choses. On n'a pas encore tout sorti le stock, mais on fait une super de belle stratégie en ce moment. On fait un clé en main complet avec eux autres, une super de belle entreprise qui veut viser une clientèle plus haut de gamme. C'est le groupe Vertec, en fait, je peux même nommer le nom, il n'y a pas de problème. Puis on est en train de bâtir une stratégie vraiment solide pour eux autres. C'est une belle équipe. Fait que j'ai envie de te dire que je suis fier, mais laisse-moi quelques semaines pour te montrer les résultats. Sinon, une entreprise locale, on a Fanny Gélina, qui est une orthothérapeute. C'est une solopreneur qui est en ville avec nous autres au centre-ville. Elle a fait des services, justement, tout ce qui est massothérapie, mais comme, excusez, c'est pas de la masso, vraiment orthothérapie pour aller. Elle allait me faire mal au monde, qu'elle dit. Mais c'est le fun parce que c'est un cas réaliste. OK? Je vais te dire pourquoi je suis fier. C'est un cas réaliste. C'est une entrepreneur qui gagne bien sa vie, qui a une entreprise, mais on est allé avec comme pas les moyens du bord, mais en voulant dire que comme n'importe qui peut avoir accès à ça. T'sais, c'est une entreprise qui débute. Elle n'était pas influenceuse. Elle n'avait pas nécessairement d'outils marketing béton. Fait qu'on est parti de pas grand-chose avec un budget qui est modeste, puis on a réussi à monter quelque chose qui est vraiment intéressant. Vous avez du contenu pour ses réseaux sociaux? Oui, puis en l'espace de un mois et demi qu'elle a travaillé avec nous autres, elle a déjà eu des nouvelles clientèles, puis elle a déjà eu un retour sur son investissement. Fait que déjà là, ça, c'est un win parce qu'on a fait de quoi qui n'était pas trop compliqué, qui était à son image, puis on a eu des résultats rapidement. Ouais. Fait que si on est capable de faire ça, puis c'est accessible à tout le monde. Mm-hmm. Puis après ça, ben c'est sûr qu'avec des budgets plus élevés, on peut faire plus de miracles, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu mon opinion dans le marketing ou les agences qu'on voit actuellement, c'est que, tu sais, on vend beaucoup de rêves, beaucoup de gourous en ligne, puis je dis pas qu'il n'y en a pas des bons, là. Je suis des gens qui sont pour moi des super de bons exemples, comme, tu sais, Alex Hormozy, tu sais, je veux dire, c'est du monde que je suis. Moi, mon préféré, c'est Sabri Subi. Tu connais? J'ai entendu le nom, c'est qui il ressemble? Lui a une agence en Australie, ben il est chauve. OK. Il est chauve, puis c'est ça, c'est l'agence King Kong qu'il y a en Australie. Puis moi, j'ai pris son livre. Lui, son lead magnet, c'était Sell Like Crazy. Je sais pas si t'as entendu parler, le livre rouge, là. Est-ce qu'il y a une pub « Look at this donkey ». Non, « Look at me again ». Oui, exact. OK. Mais je sais qui. Moi, j'adore ce gars-là parce que j'ai lu j'ai lu son livre, là, puis honnêtement, ce livre-là a changé ma routine entrepreneuriale. Sans joke. Parce que c'est ce qu'il a fait au début, il a fait. Je m'excuse si je me répète, j'en ai sûrement déjà parlé, mais on s'en fout parce que le monde qui ils m'ont jamais écouté sur un autre. Non, mais je suis vont l'écouter là. Ouais. Dans les premières lignes de son livre, parce que lui, carrément, parce qu'il appelle ça un HVCO, c'est un peu ton lead magnet, HVCO, High Value Content Offer. En marketing, le truc, c'est quand les gens, tu t'adresses à un cold traffic, on va se le dire, ils sont pas intéressés par ton offre. Puis ça, c'est une grosse problématique. Tu sais, lui, son échec de comme, t'as 3% de gens qui sont intéressés par ton offre, qui sont des leads chauds. Ces gens-là, si tu leur offres juste comme, hey, on offre ça comme service, hey, c'est exactement ce que je cherchais. Mais lui, il donne l'exemple comme une première date. Quand tu t'en vas faire une première date avec quelqu'un puis tu la demandes en mariage la première fois, c'est weird. C'est un peu, ouais. C'est rough. Les chances que ça fonctionne, écoute, si tu as envie de tout mettre ton budget marketing entre le principe de demander en mariage la première fois que les gens te voient, ça se peut que le pourcentage soit pas bon. Fait que c'est quoi la stratégie?
Première date, il faut aussi être plus smooth. Ben ouais, c'est ça, tu commences à... Les gens ne connaissent pas. Fait que première des étapes, si c'est la première fois que quelqu'un me voit en ce moment et qu'il me connaît pas, ben écoute, je vais juste te dire que je suis un gars des fois qui est un peu pâle-mêle. Ça se peut que je me répète dans mes mots, mais je le sais que je suis un gars qui est authentique. Je le sais ce que j'ai à dire, je le sais ce que je connais. Je suis pas parfait comme gars, mais je le sais qu'on peut t'aider dans ton marketing. Mais je vais même pas le dire. Je vais juste comme véhiculer une idée de ce que je pense. Puis si ça résonne avec toi puis t'es d'accord, ben ça te donne carrément une idée de quel genre d'entrepreneur je suis. Si je donne un conseil marketing puis que demain matin tu l'appliques dans ta business puis ça fonctionne puis que t'as pas eu besoin de payer pour ce conseil-là, ce que je dis est quand même valide. Si à chaque jour, peut-être ça va prendre 20 fois que tu m'aies vu avant de peut-être booker un appel avec moi pour en savoir plus sur mes services. Mais le principe de Sabri, c'est exactement ça. Tu sais, son annonce de « Look at me, look at... » Tu remarqueras que ça n'a pas l'air d'une pub. Il est tellement dans l'humour, il est tellement dans le principe d'être léger dans son approche, d'y aller avec des métaphores, parce qu'au final, il n'y a rien à te vendre. Puis dans le fond, toute cette vidéo-là est pour que tu prennes son livre, qui est d'ailleurs gratuit. Tu fais juste payer ses frais de shipping. Puis le pire, c'est que j'ai hésité avant de le prendre. Comme si on dirait « Ah, je veux pas me faire prendre. » Faire prendre de quoi? Ça m'a littéralement coûté 3$ d'avoir ce livre-là. Puis après ça, ben oui, tu rentres dans un tunnel de vente, tu rentres dans une séquence d'emails. On s'en fout. Je connais mon bouton de me désabonner. Puis il t'a donné de la valeur, le livre. Puis en ce moment, je suis en train de te parler de lui. C'est ça. Fait que j'imagine qu'il t'a quand même donné un peu de valeur. Ben oui. Tu sais, excuse, parce que là, il y a de quoi que j'ai pas dit. Là, au début du livre, il dit si jamais tu t'attends à recevoir une recette miracle dans ce livre-là, il dit, il était pas marqué, là, mais tu sais, ça voulait un peu dire comme voici l'adresse pour retourner ton livre, puis t'as juste à me le rechipper, je m'en fous. Tu sais, en voulant dire, honnêtement, j'ai rien à te prouver ou comme, j'espère tellement, je pense sincèrement que ce qui est marqué dans le livre, c'est des années d'expérience en marketing par rapport à ma vision, puis si ça peut t'aider, tant mieux. Puis genre, le premier quart du livre est tellement juste par rapport à toi en tant qu'entrepreneur. Fait qu'il ne rentre même pas dans la stratégie concrète au début. Puis il a fait, le premier livre, il a fait, bon, il dit avant de commencer, savoir si tu vas avoir du succès en marketing ou pas, on va commencer à analyser quel genre d'entrepreneur que tu es. Il dit, je te donne 2 exemples. On prend quelqu'un dans le même secteur. Premier entrepreneur, il arrive, exemple, à son bureau, il est rendu 9h le matin. Il est allé chez eux. Il arrive à 9h, il est même pas comme rodé en tant que tel. Il prend son café, il fait ses petites affaires, il fait sa jasette. Il arrive à 9h, mais il n'a pas fait de routine matinale avant. Puis il dit, le temps que cette personne-là soit rendue focus à travailler, il va peut-être être rendu 10h, 10h30. Mm-hmm. Il travaille 1 heure. L'heure du dîner arrive. Ça va manger. Ah, putain, il est à son compte. Il va aller manger avec des amis entrepreneurs. Il s'en va faire du PR. Tu sais, du PR, il faut que tu choisisses là, quand c'est vraiment du bon PR ou non. Là. Ouais. Il revient, il est 1h30 l'après-midi. Ah, tu sais, il a mangé, c'était un gros repas lourd. On va recommencer tranquillement, check une coupe d'affaires. Il se remet à travailler. Un autre petite heure, tout quoi de même. OP 2 heures, parfait. Il est rendu 4 heures. C'est le temps de retourner à la maison, tu sais. Il a passé littéralement, genre comme des fois 9 heures, même s'il est resté tard au bureau, productivement, il a peut-être fait quoi? 3 heures max de travail? Tu comprends? C'est que son 9 heures, il ne l'a pas maximisé. Il a été là 9 heures, mais le focus de son travail a été peut-être de 3-4 heures. Là, il a donné l'exemple de comme quelqu'un, là, encore une fois, c'est à prendre puis à laisser, puis pas tout le monde qui est obligé d'être intense là-dessus, mais exemple, lui, il s'est levé à 4h30 le matin, puis il y avait une routine. Le matin, ce qu'il faisait, déjà là en partant, c'est grands verres d'eau. Il écoutait des livres audio entre son voyagement vers le gym. Fait qu'il était rendu, il était peut-être 5h15, 5h30 gym. Pendant 1 heure, il fait sa routine. Et ensuite de ça, il fait, tu comprends, il swarm up. Puis quand il arrive à 7h30 à son bureau, c'est pas 7h que j'arrive puis que je commence ma journée. C'est 7h que je suis prêt à travailler. Il fait 2 heures focus de travail. Parce qu'il est comme, tu comprends, c'est littéralement 2 heures de warm-up. Là. Ça te prend de te lever, faire ta méditation, faire de quoi qui te représente. Ensuite de ça, il est rendu 9h. Il s'en va prendre un petit café avec... Il va chercher un petit déjeuner empaqueté, parce que là, il a faim. Il a déjà travaillé 2 heures. Fait qu'avant même d'avoir fait la demi avant midi, il a déjà fait 2 fois plus de travail que son compétiteur. Ensuite de ça, là, il prend son petit déjeuner, il recommence, il fait un autre 2 heures intensif avant l'heure du dîner. En une demi-journée, il a fait genre déjà comme 3-4 heures d'ouvrage.
fais comme ça fois peut-être 2 parce qu'il va. Lui-même, s'il finit à 3 heures, il a littéralement pris de l'avance sur l'autre, tu sais. Même à midi, tu sais. Tu comprends? Je sais que c'était long, là. Je m'excuse, là. Je sais pas si c'était clair. Non, je le comprends. Mais c'est important de le catcher. Moi, je sais pas si tu connais Dan Co. Je viens de le découvrir. Ouais, ça me dit quoi? Je tripe sur ce gars-là, malgré que, tu sais, moi, je pogne souvent des rabbit holes sur des entrepreneurs. Okay. Puis, récemment, c'était Tim Ferriss que je tripais. Dan Co, c'est le même profil. C'est des optimisateurs de temps. Eux, leur focus, c'est comment je peux travailler pas plus que 4 heures par jour, puis deliver le output comme quelqu'un qui travaille 12 heures par jour et plus. Parce que c'est possible quand tu sais mettre les bons paramètres. Vraiment. Puis le gars, Dan, il est persuadé, là, il est comme... Moi, je suis persuadé que si tu travailles plus que 4 heures par jour, tu travailles pas sur les bonnes choses. Puis je suis persuadé que si tu te forcerais à travailler 4 heures par jour, mais c'est de deep work, deep flow, 100% concentré. C'est important à mentionner. Puis tu travailles sur les bonnes choses, tu vas aller plus vite vers tes buts que lui qui travaille à 12 heures par jour, un peu brûlé, pas d'organisation, pas de structure. Puis qu'est-ce que Tim Ferriss puis Dan y expliquent, puis que j'ai vraiment compris, puis c'est mon nouvelle affaire, il y a l'efficacité puis il y a l'efficience. Ah, pas la même affaire. OK, comprends-moi le don, les deux. Efficience, ça, c'est ce que j'ai focus dans les dernières années. C'est vraiment faire une tâche le plus rapidement possible. Quand j'arrive devant mon logiciel de montage, comment je fais pour sortir la job? Comment je fais pour sortir la job le plus vite? OK, je vais trouver mes shortcuts. OK, j'ai mes workflows et tout. Puis pour vrai, ça, c'est vraiment important d'être efficient. Ouais. Mais là, l'efficacité, c'est quoi? L'efficacité, c'est de décider la tâche la plus prioritaire. C'est prendre la décision sur qu'est-ce que tu vas faire. 100%. Puis qu'est-ce que Tim Ferriss, Dan, puis d'autres disent, c'est l'efficience, c'est important, mais l'efficacité, c'est ça qui est primordial. C'est ça qui, dans tout ce que tu peux faire, à the end, si tu es capable d'avoir assez de perspective pour décider qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, qu'est-ce qui va vraiment te faire avancer de tes buts, puis de la faire, cette action-là, c'est là que tu vas avancer le plus rapidement. Puis un parallèle, c'est exemple dans ta tête, il faut que cette tâche-là soit faite quand même en même temps qu'un autre. À la limite, c'est là que tu peux décider si tu peux te permettre de déléguer cette tâche-là pour prioriser toi où ce que tu dois être, tu sais. Fait que dans la même... C'est ça, puis je pense que si on se limite... Moi, j'ai essayé cette semaine de le faire, ce truc-là à Dan. Je me suis réveillé à 5h30. OK. J'ai fait des blocs 5h30 à 6h. Genre, tu sais, je me lève, je me prends comme 30 minutes avant de me plonger. Ben c'est comme on a parlé, c'est ton warm-up, ouais. Tu sais. J'ai fait un petit warm-up, même que j'étais encore fatigué rendu à 6, mais de 6 à 7, je fais un 1 heure bloqué en mode rédaction. C'est ça que j'ai essayé de faire. OK. Après ça, j'ai pris un 30 minutes de pause, j'ai refait un 1 heure, 30 minutes de pause, 1 heure, 30 minutes de pause. Bref, j'ai fait 4 blocs de 1 heure de deep work. À 11h30 midi, j'ai fini. Tu avais sûrement accompli plus que si tu avais eu un autre mindset dans une journée complète, pas d'organisation. Pour vrai, oui, 100%. Un 4 heures vraiment concentré, que j'ai fait les bonnes affaires. Après, en après-midi, ça a donné cette semaine, j'ai eu 2 tournages cette semaine. Fait que j'ai quand même travaillé, mais pour moi, les tournages, souvent, c'est léger, c'est le fun. Et puis, tu sais, faut aussi dire, comme, tu sais, on parle de ces principes-là, mais tu sais, je pense que chaque situation est adaptable. Le but, c'est pas de dire on est parfait à chaque fois, mais c'est juste d'en être conscient que cette semaine, j'ai pas été parfait, là. Il y a eu il y a eu deux matins que, man, genre à 5h30, ça sonnait, puis j'étais comme, c'est trop tôt, là. Ouais. Genre, je me donne une heure de plus. Ça, c'est correct, en même temps, c'est bon, parce que pour faire du pouls, tu sais, justement, par rapport à Sabri, qui, tu sais, il invente rien, là. Ouais. Mais moi, j'avais besoin d'entendre peut-être ça de ce genre de gars-là à ce moment-là, puis ça m'a changé. À un moment donné, je me suis levé, tout le temps, c'était 5h. 5h, puis j'avais fait ça, puis avec le temps, à un moment donné, mais je me suis brûlé un peu à le faire, puis j'ai rééquilibré, j'ai fait... Ouais, OK, c'est peut-être pas adapté à ma situation, fait que je peux peut-être l'adapter, mais au moins le principe reste toujours présent là, tu sais. Parce que quand tu fais du deep work, puis littéralement, de un, ça te laisse plus de liberté. Fait que tu sais, au final, quand quelqu'un dit « Ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça », c'est triste, souvent, c'est parce qu'on gère mal notre temps. On pourrait trouver le temps, c'est juste qu'on priorise pas tout le temps les mêmes affaires, tu sais. Mais ouais. T'as-tu un truc pour rester concentré, prioriser les bonnes choses, pas oublier des... T'as-tu un logiciel? T'as-tu des routines? T'as-tu comme...
Ouais, c'est vraiment bon. Ben, c'est déjà arrivé parce que, tu sais, moi, je suis un grand fan quand je travaille. Exemple, si je dois faire du genre de copywriting ou je dois faire de la rédaction, des choses comme ça. Parce qu'en même temps, même récemment, mon rôle, j'ai commencé à le migrer vers un nouveau rôle. Je me redéfinis, moi aussi. Là. Ouais. Avant, j'étais vidéaste, monteur. Là, j'ai commencé à le déléguer. Fait que faut que je m'occupe ailleurs, tu sais. Fait que souvent, des fois, exemple, j'aime bien mettre de la musique. J'ouvre YouTube ou quoi que ce soit, mais j'ai remarqué que mon cerveau... Ah, mais là, je veux une meilleure tune. Fait que tu comprends que finalement, je décide de changer de chanson à chaque fois. Faut que je dise de quoi là-dessus. Juste quick. Musique d'ambiance. Ouais. Genre, soit t'es qui? Morning Jazz. Je m'en allais direct là. Ouais. Mais je m'en allais direct là. Ben oui, ben toi, ça t'aide. Ouais, vraiment, des musiques d'ambiance. Ben c'est ça, mais tu sais, truc, un outil, c'est qu'au lieu de juste mettre des tunes que j'aime, je me mets un 3 heures de musique d'ambiance. C'est ça. Honnêtement, j'oublie après ça de switcher ma musique. Wow. Puis, ça me rend focus. C'est dans ta subconscience. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas rien. C'est juste comme, c'est léger, c'est exact. Puis ça vient de me libérer mon scroll de YouTube. Ouais. Mais j'ai besoin d'avoir de quoi pour me stabiliser, me motiver. À chaque matin, j'ai mon morning jazz qui joue, man. T'as-tu des fois morning jazz coffee? Je vais me sentir des fois dans un petit coffee shop. Bro, je te jure, la même affaire. La même affaire. C'est drôle, on dirait que je m'imagine dans justement un genre de café. Je suis comme, hey, si je serais à l'extérieur, j'aurais pas le choix d'être comme focus. J'aurais le petit jazzy, ça fait que ça me crée ce sentiment-là. Mais ouais, un outil que j'utilise, moi, pour m'aider. En tout cas, ça fonctionne. T'sais, est-ce que je l'utilise tout le temps? Des fois, je peux varier, mais ça m'a vraiment aidé. J'ai remarqué que je suis bien concentré là-dessus. Ou c'est quoi? Le fait de faire de la visualisation. OK. Ouais, visualiser, c'est, exemple, tu peux te mettre dans une pièce noire le matin ou de quoi de même, puis tu te fermes les yeux, puis tu t'imagines comme un peu en mode réalité virtuelle dans ton toit dans 10 ans. À chaque matin, si tu as cette vision-là, ben t'es comme, moi je suis cette personne-là, à chaque fois. Tu vas te regarder dans... Tu connais Joe Dispenza? Mon ami Simon il m'en avait parlé. Lui, il est full là-dedans, là, tu sais, comme... Ah ouais, OK. Parle de visualisation, je connais le gars, mais je pense pas que je le suis sur un... Ben, peut-être que j'ai déjà vu des trucs. Fait que ça vient de où, cette technique-là que... Ben, je pense que c'est des amis que sur Instagram que j'avais, qu'à un moment donné, ils avaient partagé ça. Mais ça se peut très bien que ça provienne de lui. Sûrement que quelqu'un avait partagé ça, puis moi, il s'est inspiré de lui, fait que ça est venu à mes oreilles, là. Puis toi, c'est-tu dans ta routine un peu? Ouais, je te dirais que c'est dans ma routine quand que je le sais que je vais débarquer. Qu'est-ce que tu veux dire par débarquer? Ben, pas débarquer, mais en voulant dire, quand que je le sens que j'ai besoin de me réaligner, je le fais. Parce que pour vrai, tu sais, je t'ai dit, tu sais, je veux faire mon jogging chaque matin, puis tu sais, genre, je suis encore un work in progress, là. Je veux le faire, tu sais. Mais je me dis, hey, écoute, au pire, je le fais pendant 2 semaines. Juste pour au moins respecter le fait de l'avoir fait pendant 2 semaines. Puis après ça, si, exemple, je le fais une fois aux 3 jours, ben c'est déjà mieux que rien, mais j'essaie de le... Excuse, c'est quoi ta question? J'étais sur d'autres choses en même temps. Mais quand que je le sens que je suis en train de débarquer, c'est quand je le sens que comme je me sens un peu plus démoralisé, je le sens que j'ai besoin de me recentrer sur mon objectif futur, je m'oblige à le faire pour me ressentir mieux, tu sais. Avoir les yeux fermés, sourire, m'imaginer où ce que je veux être, c'est con, mais je suis où, tu sais? Je suis dans ma cuisine, puis ma cuisine dans 10 ans ressemble à quoi, tu sais? Ouais. Juste pour avoir des objectifs vraiment concrets. C'est juste une manière de me projeter dans mon futur pour faire, hey, ça me permet de réfléchir si je connais aussi mes objectifs. Tu comprends? Tu trouves-tu que, à la fois, en tant qu'entrepreneur ou être un peu overachiever, pas nécessairement entrepreneur, mais juste, je pense qu'on est des gens qui ont beaucoup d'ambition, qu'on pense loin dans le futur. Ça arrive qu'on se visualise, tu sais, comme une vie de comme, wow, j'ai tellement hâte d'arriver là. Puis même quand t'arrives là, c'est comme, OK, ouais, next. Oui, ben c'est bon ce que tu dis. Genre, c'est bon. Moi, je le vis. Ben, en même temps, c'est pour ça que je pense que c'est important d'être conscient aussi de ce qu'on veut peut-être réellement ou pourquoi qu'on le veut, tu sais. Ouais. Tu sais, je veux dire, demain matin, tu me disais, hey, mec, t'aimerais-tu ça, genre, avoir vraiment une maudite belle maison? Puis, tu sais, pour dire, je m'achète une Ferrari, à un moment donné, j'ai le budget, tu sais. Il y a une petite partie de moi qui a envie de le vivre, cette espèce de vie de gangster-là. Là. Ouais. Non, mais tu sais, je dis ça, mais tu sais, tu comprends. Ah ouais. Mais d'un autre côté, je suis comme, même si je serais cette personne-là,
est-ce que le genre d'amis que j'ai dans cette sphère-là ou le genre de truc va me rendre plus heureux? Ça veut pas forcément dire. Fait que, au final, je pourrais chase ce rêve-là sans forcément être satisfait au final. Il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, l'argent fait pas vraiment. Ouais, mais l'argent... » Je pense que c'est plus d'être aligné sur qu'est-ce que tu veux réellement, effectivement. T'sais. Est-ce que quand tu veux du succès, c'est que tu veux la reconnaissance des gens alentour? Peut-être que c'est pour toi, c'est ça, avoir du succès. Si tu veux te faire admirer. Hey. En réalité, l'idée, c'est pas que tu veux de l'argent, c'est que tu veux ce que représente l'argent. Hey, tellement. Genre, tu sais, comme pour être 100% vrai, puis même moi-même, là, quelques années, j'aurais pas pu voir ça de moi, mais la drive que j'ai, puis le feu en moi de comme, tu sais, créer du contenu, bâtir mes entreprises, aller toujours plus loin. T'avais fait un reel là-dessus récemment. Je m'étais mis une petite question pour toi par rapport à ça, que justement tes objectifs, tu t'étais recentré. Est-ce que je voulais pas te couper là? Là, j'allais dire, c'est vraiment une grosse partie de ma drive puis de mon feu en moi. C'est qu'il y a une partie de moi encore qui se sent petit. Je pense que tu fais référence un peu juste à ton sentiment d'imposteur? Sentiment, non, mais vraiment sentiment de comme, admettons, ado, tu sais, réellement, je me faisais tout le temps friendzone par des filles. Ça a l'air de rien, mais quand t'es ado, quand j'étais au secondaire, je le prenais personnel, je le prenais mal, puis j'étais pas grand. J'étais arrivé en secondaire 1, j'étais même pas 100 livres. J'ai commencé en secondaire 3, je m'en rappelle. En secondaire 3, j'ai commencé à m'entraîner. Je me suis pesé, j'étais 99 livres. J'étais minuscule, man. Puis littéralement, j'étais petit. Ouais. Puis je pense qu'une de mes drives, c'était du succès, c'est de me sentir plus grand, me sentir comme plus admiré, vouloir avoir la validation pour... Fait que, tu sais, le tellement. Tu sais, maintenant, ça se transforme plus comme, je veux réellement, tu sais, je veux de la liberté, je veux pouvoir vivre de mes passions, je veux avoir de l'impact, mais si je suis real, au début, mes motivations de succès, c'était vraiment juste que je voulais me construire une carapace pour me sentir moins vide, me sentir moins petit. Puis je pense que j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui ont fucking de drive. Puis au fond de nous, on a tout un petit gars en nous qui est blessé, qui se sent petit, puis qui a cette envie-là d'accomplir des grandes affaires pour se faire valoriser, tu sais. C'est tellement bon ce que tu dis parce que... C'est vulnérable ce que tu dis, mais c'est real. Là. Non, mais t'as tellement raison parce que pour vrai, genre, on suit du monde, même ceux qui ont du méga succès. Puis le pire, c'est que j'ai envie de dire que c'est bien de se mettre des... moi qui fais juste peser la mousse parce que... Attends, je vais reprendre mon point, là. C'est qu'on les admire souvent, on les voit comme ils ont achieve de quoi que je veux tellement, tu sais. Puis même s'ils ont l'air d'être tellement confiants, comme tu dis, il y a cette petite partie-là qui est blessée. Puis je pense qu'on a des fois besoin un peu de ça pour driver dans la vie, parce que moi aussi, j'ai des blessures, j'ai des choses que je traîne depuis des années, puis je le sais que ces blessures-là m'ont aidé à accomplir ce que je veux aujourd'hui. Ouais. Ça me crée cette espèce de je vais montrer à tous mes haters que je vais y arriver, tu comprends? Le problème là-dedans, c'est parce qu'en même temps, j'ai envie d'avoir cette espèce de rage-là ou cette agressivité-là de vouloir réussir, mais sans détester ces gens-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je l'ai entendu dans un podcast, je pense que c'est Alex Hormozy ou je sais pas si c'est qui. Parce que t'as besoin de ça pour accomplir des choses. Il dit au début, il te faut ça. C'est bon. C'est bon d'avoir un besoin de se prouver. Puis un besoin de, comme, admettons, il y a du monde qui croyait pas en toi, puis je vais les prouver. Genre, au début, c'est une bonne drive, mais il faut juste savoir quand, à un moment donné, commencer à la délaisser, puis faire ça me sert plus. Puis faut pas que ça devienne de la haine. Faut pas que ça vienne de quoi qui fait en sorte de comme. Parce qu'à un moment donné, c'est comme une. Puis là, c'est parce que si après ça, t'arrives à avoir du succès, c'est quoi? C'est que tu vas vouloir écraser les autres à partir de là. Non, c'est ça, tu sais. Puis là, tu tombes dans ça devient malsain. Vraiment, c'est une motivation toxique. Exact. Mais ça, des fois, j'en vois. Puis genre, je veux pas commencer à pointer du doigt qui que ce soit, tu sais, parce qu'en même temps, on a tout ça, tu sais. Je veux dire, il y en a qui peuvent m'observer puis qui peuvent remarquer des blessures indirectement je pourrais avoir, puis vice-versa, tu sais. Puis j'essaie d'avoir une paix avec ça de... Moi, je suis moi-même, puis tu sais, je fais ce que j'ai à faire, puis j'essaie de m'améliorer, puis je suis pas parfait. Puis tu sais, j'en vois qui sont tout le temps comme... Je trouve ça tellement beau ce qu'ils accomplissent, puis là, je suis comme... Ouais, mais plus tard, tu vas peut-être frapper un mur sur certaines des choses que tu règles pas. Tu comprends? Moi, que j'essaie de me rappeler en ce moment, là, on parlait d'avoir hâte. Puis on parlait de, tu sais, comme se prouver, puis tout. Tu sais, on voit tout le temps comme une destination finale. Ouais.
Puis tu sais, comme, c'est cliché, mais on l'entend, it's not about the destination, it's about the journey. Oui! C'est une quote quand même qui 100%. ressort souvent. Réellement, tu sais, comme, une autre façon que j'essaie de le formuler en ce moment, c'est comment je peux apprécier mon day-to-day, là. Genre, comment 100%. je peux avoir une journée qui est le fun, que, OK, ça demande un peu de discipline, un peu d'effort, peut-être, surtout en matinée, mais je suis capable d'en profiter quand même en après-midi, que, tu sais, puis que j'ai du fun, puis je recherche pas la journée parfaite que je vais avoir en répétition, mais comment je peux enjoy le day-to-day, genre, puis that's it. Puis après ça, tout ce que le succès peut m'apporter, puis whatever, c'est tout du bonus. C'est ça que j'essaie de me minder, c'est, check, en ce moment, réellement, je fais assez d'argent pour payer mon rent, me payer de la bouffe, puis comme... Ben, si pour l'instant, c'est ça que tu as besoin, puis c'est ça qui te rend heureux. Juste ça, c'était mon rêve, là, pour elle, là, comme il y a quelques années, imaginer pouvoir être autonome financièrement grâce à ma passion pour la vidéo. C'était comme, wow, le jour que je vais avoir atteint ça, ça va être crazy. Puis là, comme t'as envie. Là, je l'ai atteint comme. Puis là, c'était comme, hey, tu sais, il y a une partie de moi qui, hey, j'en veux plus, là. Si tu pouvais demain matin avoir ton petit toi d'il y a 10 ans, il t'admirerait aujourd'hui. Ah, il trouverait ça fucking. Mais là, vu que t'es dans la situation d'aujourd'hui, t'en veux peut-être plus. En même temps, c'est correct, c'est ça qui te permet de progresser. Mais c'est de trouver, j'imagine, l'équilibre là-dedans. Hein. C'est genre de continuer à être full ambitieux au max, mais en même temps être capable de enjoy chaque jour. Ben, tu sais, parce que moi, à base, tu sais ce que ARBS veut dire quand j'avais parti mon brand? Non. Ben, à la base, c'était Association of Real Passionated of Skateboard. Finalement, j'ai changé ça pour A Real Passion for Success. Oh, wow. Ouais. Puis j'aime ça. Ouais, parce que je me suis tout le temps dit que si, exemple, le cuistot d'un fast-food, c'est lui qui est le plus rapide à flipper les burgers, puis il est tellement heureux avec ça parce qu'il livre tout le temps des boulettes parfaites. Il a autant réussi que le PDG de Apple. Dans le sens que je pense que on faut pas comme de vue de l'extérieur, il y en a qui vont dire telle personne a réussi plus que l'autre. Ouais, mais si dans sa tête à lui, il est heureux comme ça, il a autant de succès que l'autre. Fait que find your own success. J'aime ça. A real passion for success, c'est juste d'être passionné de c'est quoi ton succès. Ça me fait penser, je pourrais pas le quote, mais il y a quelqu'un qui disait vraiment comme je pense que c'est Tim Ferriss, si je me trompe pas, mais que le succès, avant tout, c'est intérieur. L'abondance, c'est intérieur. C'est comme c'est un sentiment, puis c'est l'alignement, avoir un lifestyle qui est aligné avec qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce qui te fait vibrer. C'est ça, c'est du vrai succès, tu sais. C'est sûr. Parce que réellement, genre... Ouais, mais en même temps, on vit dans un monde on dirait qu'on idéalise le succès beaucoup aussi, là. Ben, on pense on a des modèles de succès en pensant que c'est ça, mais en réalité, c'est relatif en maudit, là. Ouais. Ah non, c'est ça, genre... Même moi, je me re-questionne. Je suis quelqu'un qui me pose souvent des questions. Je suis un peu genre, j'ai la misère même à mettre des étiquettes. Entrepreneur, mais tout créateur de contenu. Je suis un athlète, mais hey, je suis un philosophe. Moi, j'ai commencé à faire un peu plus la paix avec ça. Parce que je te feel à 100%. Ouais, j'ai eu pendant longtemps de la misère à assumer mon rôle d'entrepreneur. Aïe, aïe. Ah ouais, pour vrai, des fois, même récemment, c'est dans la dernière année, c'est drôle. Si mon frère il m'écoute, il va le savoir. J'y disais que j'aimais pas ça parce que souvent, des fois, quand on allait faire du réseautage ou quoi que ce soit, on était dans un milieu d'affaires, puis des fois, il me présentait, puis il était comme, ah ouais, lui c'est l'artiste, tu sais. Puis j'aimais pas ça me faire dire que j'étais un artiste. Parce qu'on dirait que dans ma tête, ça me mettait une étiquette comme si, vu que j'étais artiste, je peux pas être un entrepreneur, puis pourtant, tu peux être les deux. Mais j'aimais pas l'étiquette parce que dans ma tête, j'idéalisais le principe de comme, non, je suis un homme d'affaires parce que je voulais devenir un homme d'affaires, je voulais me faire respecter. Fait que dans cette période-là, je suis comme, j'aimerais ça qu'on me présente comme Michael, je suis le fondateur de ce business-là, puis je veux parler business, tu comprends? Parce qu'on dirait que dans ma tête, si je me fais voir comme l'artiste, c'est comme si lui, il fait ça. Je sais pas si tu me suis un petit peu. Ah, ouais. Puis peut-être que des fois, je pense dans la vie, on a besoin des fois de comme de se faire... de pas se faire étiqueter pour nous-mêmes, tu sais. Puis j'ai eu de la misère à faire le switch parce que je suis très créateur dans ma vie. Puis là, j'ai assumé beaucoup dans les derniers mois, voire dans les dernières années, à devenir plus un gestionnaire de projet, puis à être moins justement comme vu comme un directeur photo qui est vraiment un bon vidéaste. Quand même, je suis comme... J'aime faire de la vidéo. Je vais tout le temps faire des belles vidéos. Je pense que, tu sais, il y en a... Genre, j'ai pas besoin de prouver que je suis capable de le faire. Mais c'est plus genre juste ça que je veux focusser. Je veux développer des idées. Fait qu'à ce moment-là, je suis devenu plus un entrepreneur. J'ai commencé à aimer l'argent
que si on coupe ça, non, ça fait weird, là. J'ai aimé l'argent. Non, mais j'ai aimé, dans le fond, avoir une entreprise parce que j'ai réalisé que si j'arrive à générer de l'argent intelligemment pour ma business, je génère plus d'idées pour la business. Je génère plus de ressources pour engager des gens qui vont être payés, qui vont pouvoir faire en sorte de, eux, avec cet argent-là, payer leur loyer pour continuer de venir travailler ici puis être heureux. Fait que pour ça que je dis que j'aime l'argent. Parce qu'avec cet argent-là, dans un milieu sain de business, ça te permet de faire des miracles. C'est hot quand tu le vois. Tu comprends? Moi, je veux le voir de même. Je veux pas voir une idée péjorative, tu sais. Fait que quand tu y penses, c'est beau faire des sous dans son entreprise, de prospérer, tout simplement, tu sais. Puis j'ai l'impression que là, vu qu'on idéalise le succès avec beaucoup de gourous qui ont tout le temps l'air de crosser le monde, ben on le voit de manière péjorative. Puis je pense pas que c'est tout le monde qui a cette vision-là de l'argent. Oui, il y en a qui sont plus coquilles que d'autres, là. Je pourrais t'en nommer plein en ce moment, mais je le ferai pas. Puis il y en a pourtant qui, on dirait qu'on pourrait leur dire « Ah, mais il veut pas vraiment réussir dans la vie, il fait rien pour y arriver. » Peut-être que c'est pas sa priorité live, tu sais. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est un petit peu ma vision. C'est pour ça que je te dis que j'ai commencé à assumer un peu plus mon rôle d'entrepreneur parce que je suis fier de pouvoir dire « Ben oui, je fais peut-être pas autant d'argent des fois où ce que j'aurais aimé être. Ça m'a pris plus de temps. Mais maudit que je commence à maîtriser mon sujet. Tout ce que j'ai appris maintenant, je le sais, je suis sur mon X, je sais quoi faire, puis peut-être que c'est ma vocation que je dois être. Fait que, pour être un peu plus spirituel, si c'est là qu'il faut que j'aille, c'est là que je vais aller, puis je vais m'adapter, tu sais. Mais au moins, on va agir, tu sais, en conséquence. Ça me fait penser à... Je sais pas si tu connais le linéagramme. Moi, je connaissais pas ça pas en tout. Là. Non, puis quoi? En plus, toi, t'as-tu déjà fait des tests de personnalité? Peut-être sur Internet, de quoi de même, mais oui, ou tu sais, j'ai déjà fait un massage énergétique. OK, ah ouais? Ouais. C'était avec Valérie Lemelin. OK, je connais pas. Ouais. Mais j'étais seul sur un tournage, finalement, elle avait commencé à le faire, puis ça m'a fait sortir bien des affaires, tu sais. Puis comme je te dis, je suis pas full là-dedans, mais tu sais, je suis open mind là-dessus, pareil, tu sais. Tu sais, d'ailleurs, aussi, exemple, c'est les 2 derniers after movies, l'exemple du Anata Fest, c'est nous autres qui les a fait, fait que tu sais, je suis dans une faire qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, tu sais. Ouais. Mais c'était quoi ta question, excuse? Ben, ça me faisait penser, je quote encore Isa, qui est la coach PNL. J'ai assisté à un de ses workshops d'énéagramme. C'est comme 9 types de personnalités. Ouais. Puis, moi, ça a donné... Je connais ma carte du ciel, par exemple. OK. Mais vas-y, je continue. Moi, ça a donné que j'étais comme énéagramme numéro 4. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant. Genre, j'ai fait plein de tests de personnalité. Moi, j'étais comme... Justement, dans ma crise existentielle, j'étais en train de faire tous les tests de personnalité pas possibles pour trouver je suis qui, tu sais. Puis, l'énéagramme, je tombais là-dessus. Ça dit numéro 4. Ma plus grande peur, c'est la peur de la banalité. OK. La peur de la banalité, c'est quoi? Peur d'une vie banale. Sans signification, genre que t'aies rien accompli? Ben, peur que ça soit plate. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime la nouveauté, qui aime ça. Tu sais, comme fait. Peur de la banalité, c'est ma plus grande peur. Puis, il y en a d'autres dans l'énéagramme, mettons, ils ont peur peut-être du conflit. Ils n'aiment pas ça quand il y a du conflit. Ça, je pense que c'est le numéro 9. Il faut que tout le monde soit correct. Puis moi, bref, le 4, c'était peur de la banalité. Puis mon plus grand besoin d'unicité, besoin d'être unique. Puis le 4, bien souvent, c'est plus profil un peu artistique, créatif, créateur. Puis je peux pas aller en détail exactement sur ce que ça listait, mais c'était tellement intéressant de comprendre aïe, genre, peu importe qu'est-ce que je fais, que j'entreprends ou que je fais plus de vidéos, ou que comme, on dirait que c'est vrai qu'à the end, j'ai tout le temps un besoin d'être unique puis de m'exprimer. C'était ça un peu que ça disait numéro 4. C'est comme, eux qui sont 4, ils ont besoin de s'exprimer. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que ça fait du sens? C'est pour ça que j'aime créer du contenu, tu sais, pour vrai. J'aime partager. Genre, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? J'aime ça. Ben oui. J'aime ça pouvoir partager ce que je pense puis m'exprimer sur des trucs juste parce que j'aime ça. That's it. Ouais, puis honnêtement, c'est ça la beauté des médias sociaux. Puis contrairement à toi, je pense que tu sais, toi, t'as une facilité à comme de te mettre de l'avant puis t'aimes ça, tu sais. Ouais. Moi, pendant longtemps, j'ai eu peur parce que moi, le syndrome d'imposteur, par exemple, a beaucoup été longtemps en moi, tu sais. Parce que j'étais comment, tu sais, si je parle puis je dis des trucs, j'avais peur du jugement à beaucoup des autres, tu sais. Je veux dire, je suis pas le seul à vivre ce sentiment-là, mais on dirait que je me sentais pas valide de dire des trucs comme si au final ma parole valait pas mieux qu'un autre, comme si tout le monde était plus expert que moi-même. Puis j'ai fait, ben dans le fond, j'écoute des gens qui sont pas nécessairement
toujours plus que moi. Ils ont une vision de la chose. Puis le monde, s'ils m'écoutent, ils ont le droit d'être d'accord avec moi ou non, tu sais. Mais ce que je vais dire, c'est que je le sais que je suis crédible pour moi-même, puis je le sais ce que ça apporte. Ça m'a apporté des choses. Fait que sur ma plateforme, sur mes choses, je suis comme, hey, c'est mon espace, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mm-hmm. Puis fuck le jugement des autres, rendu là. Comment ça t'a fait le déclic pour passer de j'ai envie de créer du contenu, mais Kim, on dirait j'ai le syndrome d'imposteur, puis que je suis qui moi pour créer du contenu, à hey, fuck that, je crée mon contenu, puis je suis à l'aise à m'exprimer sur les réseaux. Les résultats que ça a apporté. Fait que t'as dû quand même un jour sortir de ta zone de confort, te filmer, puis press sur publish, là. Oh, oui, 100%. Mais en même temps, je t'ai dit que j'aimais pas ça, mais depuis que je suis jeune, j'en faisais. Je t'ai parlé de magie. Écoute, j'ai fait une vidéo de magie, j'avais en 2009 peut-être, là. Tu comprends, je voulais déjà faire des vidéos de YouTube. En fait, je faisais déjà des vidéos de skate avec mes amis. À la base, c'est pour ça que j'avais parti le brand, tu sais. Je veux dire, je pense un peu notre parcours il était un peu similaire un peu là-dessus. On a commencé à faire, tu sais, moi je faisais pas de sport extrême, je suis pas agile comme toi, mais je faisais d'autres choses qui m'allumaient à côté, tu sais. Puis avec le temps, ben je faisais déjà des vidéos, j'avais ce petit sentiment-là que j'aimais me sentir unique, que j'aimais que les gens aiment ce que je leur présente autour de magie. Le monde venait commenter sur Facebook, puis « Ah, c'est malade, blablabla ». Je faisais triper le monde avec de quoi que j'ai décidé de faire, tu sais. Fait que je pense après ça, c'était plus l'aspect comme conseil, plus concret de business, dire « Hey, vous devez faire ça dans votre entreprise ». « Oh shit, là, c'est un autre statut, c'est que je me positionne comme un expert dans mon domaine ». Par rapport à ça, tu sais. Puis je suis pas un gars qui avait des hautes études, mais j'ai beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience, j'ai travaillé puis je continue d'apprendre, tu sais. Fait que peut-être que le déclic s'est fait à ce moment-là quand que j'ai accepté d'assumer un rôle. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Remarques-tu cette peur-là chez d'autres entrepreneurs de des clients? Oui, bien 100%. Puis en même temps, c'est pour ça que c'est le fun aussi de le vivre. C'est pas parce que en tant que tel, on offre ce genre de service-là qu'on comprend pas la réalité des entrepreneurs de se mettre de l'avant, tu sais. J'en ai parlé dans d'autres reels de tout ça, là, mais en tant que tel, je pense pas que tout le monde, c'est pas automatique que tu vas devenir confortable en faire. Faut que tu t'emboîtes le pas, c'est tout. Tu sais, on parlait tantôt d'action, là, c'est beau planifier, mais j'ai réalisé, honnêtement, probablement que j'ai perdu beaucoup d'occasions dans ma vie puis beaucoup d'argent à pas avoir agi. Je relate tellement, puis même que des fois, trop de préparation. En tout cas, moi, c'était dans mes premiers projets d'entrepreneuriat. Il fallait que je trouve des commandites pour mon événement. Ouais. Puis à chaque appel, là, je scrollais tout leur site web. J'allais voir sur LinkedIn. J'essayais de me préparer une liste de questions. Je me pratiquais, puis tout. Tu sais, je passais là, tellement de temps avant de juste prendre le téléphone pour finalement... Hey, salut, je peux parler à... désolé, je suis pas disponible, rappelle-moi demain. Puis là, c'était comme... Fuck, man, j'ai passé tellement de temps juste pour ça, puis il faut finalement appeler puis dire « Hey, désolé, je suis pas intéressé, tu me reviendras l'année prochaine. » Puis là, c'était comme, pourquoi je passe autant de temps à me préparer quand je pourrais juste pogner le téléphone, puis si j'avais à recommencer en ce moment, pour peu importe, que ce soit de faire des appels, que ce soit de faire des vidéos, que ça soit... Réellement, j'essaierais de plus passer à l'action rapidement.